Bonsoir Sylvain. Salut les Hello. amis. Salut tout le monde. Ouais, écoute, il y a déjà du monde. Bienvenue à tout le monde. J'ai vu dans le chat parce que j'ai l'entonnoir en fait, hein. Je vois, ça vient de partout. On diffuse sur plusieurs canaux en même temps, Facebook, YouTube. Sur Ouais, notre site, il y a aussi beaucoup de monde là. Je crois que ça tient, mais j'ai j'espère c'est qu'on a bien mis les forteresses. c'est drôle parce qu'avant la pandémie, on disait souvent que l'accent québécois était pas compris en Europe. J'ai comme l'impression que les choses ont changé. Oui, ça a un peu changé. Et puis, je rappelle à ceux qui nous ont rejoints en cours de route que Sylvain et moi, on fait des vidéos depuis le mois de juillet 2020. Tu te souviens, Sylvain? Eh oui, on était jeunes, Emma. Ouais, on était jeunes, hein, c'est vrai, On hein. est oui, Bon, mais en même temps, au départ, faut quand même dire qu'on était censé faire une seule vidéo oui, je sur sais. ton livre parce que moi, je me suis retrouvée avec le manuscrit de Guerre et mensonges en partant à Ouais, l'autre bout de l'Europe. ouais. Et puis, je commence à lire. Et puis, on avait convenu qu'on ferait une vidéo pour parler de ton nouveau livre, Guerre et mensonges. Ouais, Donc, ouais. sur les fake news de l'histoire, comme son nom l'indique. Ouais, ouais. Et quand j'ai lu les 10 premières pages, j'ai dit à Mmh. Pascal, non, non, mais. Et tu te souviens, on Ouais. avait parlé longtemps, je crois plus d'une heure et demie la première fois Ah, la qu'on s'était première fois, téléphoné. oui. Oui, oui, J'avais mais dit, mmh, ce livre, il devra être dans les écoles pour mmh, apprendre aux mmh. gens la vraie histoire. Et tu m'avais dit, oui, Emma, parce que tu sais, l'histoire, elle a été écrite par les gens qui ont gagné les guerres et pas par ceux qui les ont perdues, évidemment. Oui. Donc, on le voit s'afficher là. Et les amis, si vous ne l'avez pas encore, vraiment, prenez-le parce qu'il est extraordinaire et vous avez les liens dans le descriptif de la vidéo, peu importe où vous vous trouvez maintenant et sur quel canal vous nous regardez. Ce Ouais. livre a été un cadeau de Noël utile et j'ai même un de nos abonnés que je Mmh. salue, Fabrice, que j'aime tant, qui nous a écrit pour le Noël 2020. C'est la première fois qu'il est sorti. Il m'a dit, pour une fois, je vais offrir à ma maman autre chose qu'une bougie parfumée pour mettre dans les toilettes. Et enfin, un cadeau utile. Alors vraiment, ça réconcilie les gens avec l'histoire. Ça va, tu es en forme, Sylvain? Oui, 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 mais remarque qu'un livre, ça peut aller aux toilettes. De toute façon, tu le laisses, puis tu le lis tranquillement là-bas. Oui, sauf qu'il fait plus de 500 pages Ouais, et ouais, puis c'est du stock. ouais et Mmh. surtout que quand on commence à lire, bon, déjà, tu as un style d'écriture, tu écris comme tu parles, donc on rigole Mmh mh. aussi parce que tu parles de sujets extrêmement sérieux, Mmh. lourds, hein. Tu parles aussi de la Syrie parce que c'est ce tu comme tu Ouais, disais dans les capsules vidéo, puisqu'on a fait chaque chapitre en vidéo, donc vous pouvez aller les ouais. revoir, hein, sur notre site Mmh. emmacrusy.com. Vous Mmh. avez tout l'historique et Guerre et mensonges, en fait, quand on l'a commencé, on était à des années-lumière, en tout cas moi, de penser qu'on allait encore 2 ans plus tard, continuer à dire: «Bah, tu sais quoi? On va même faire un remake de Guerre et mensonges. On va refaire Ouais. des vidéos», je pense, parce qu'on nous demande de recommencer une série parce que en fait, les gens ne se lassent pas de t'écouter Mmh. parler et ton analyse est tellement haute, hein, parce que tu englobes tout et c'est pas Ouais. juste, les gentils et les méchants. Ça serait tellement simple si c'était comme ça. Non, ouais, Donc c'est ça. Puis, mais en fait, ce que je veux, moi, de toute façon, là, quand j'ai commencé à écrire, c'était d'avoir une compréhension globale. mmh, Et tous les événements sont liés toujours, toujours. Donc, pour moi, c'est pas juste d'écrire un événement, puis d'écrire ce qu'il veut dire et ses implications, mais de voir toutes les ramifications de chacun des événements, des impacts que ça va avoir, des causes et effets. Puis, je trouve que c'est ça qui aide la compréhension. Puis, évidemment, je l'ai mis dans les deux livres. Fait que c'est toujours ça. Pour moi, chaque événement doit avoir sa place. Puis là, ben, on a encore l'histoire qui est en train de se faire écorcher aujourd'hui. alors, je rappelle aussi une chose, c'est que quand on a, parlé de faire ce direct, on se disait avec Sylvain: «À quel livre il correspond le mieux?» parce que finalement, ça prend tellement sens avec le travail qu'on fait depuis plus d'un an et demi maintenant Oui, et là, on a un cas pratique, absolu. C'est-à-dire qu'on est entre le Guerre et mensonges oui, et la déprogrammation. Je rappelle que parce que c'est une trilogie, hein, que tu écris, tu es en oui, train d'écrire le dernier volet, le oui, oui. troisième. Je suis à peu près dans le milieu en plus. Ouais Mm. et c'est en fait, la déprogrammation, ça parle de la fabrique de l'information justement et toi, la tagline de ce livre, la déprogrammation, c'est: «Les médias n'existent que pour, recréer, la réalité et désinformer», dans un Oui, sens ou dans l'autre, je le dis de mémoire. oui.
Et c'est ça, en fait, puisque quand même tu es journaliste de formation, Mhm, mhm. réalisateur, donc tu sais quelles peuvent être aujourd'hui, les amis, on va vous montrer des images de mise en scène. Moi, je suis tombée de ma chaise quand j'ai vu ça. C'est vrai Ouais. que j'ai un peu d'expérience aussi sur ce qu'est la propagande, etc. Donc finalement, Mm. on apprend aussi, et c'était le but de nos vidéos, Sylvain, Ouais. de former les gens à avoir un œil sur comment, en fait, on peut comprendre d'où Mm. vient l'information et pourquoi tout le monde répète les choses comme des perroquets. Ouais, Donc, on va ouais, aller ouais. directement dans le vif du sujet. J'aimerais quand Mhm, même juste faire une précision personnelle mhm. et je ne vais pas faire très long, mais en tout cas, les gens qui mettent les drapeaux ukrainiens sur leur compte, etc., ça devient insupportable, mais insupportable, parce qu'en Ouais. fait, une fois de plus, on est exactement. Alors, on ne va pas parler du Covid ce soir parce que je tiens à rester sur les canaux sur lesquels on diffuse. Oui. C'est important quand même qu'on parle de l'actualité, mais on est exactement dans la même dynamique, c'est-à-dire que quand il y avait le Covid, ceux qui mouraient des cancers, on s'en foutait. Les gens qui sont suicidés, on s'en foutait, mais il n'y avait que ceux qui mouraient du Covid qui étaient à pleurer. Et là, Ouais, c'est exactement la même chose. On a ouais. balayé d'un revers de main. Je trouve que c'est d'une humiliation pour tous les gens qui souffrent dans le monde. Mhm. Et moi, en plus, non seulement cette humiliation pour les autres, pour aussi d'autres continents comme l'Afrique, dont personne jamais parle parce que tout le monde s'en fout depuis des décennies. Ouais. Et moi, j'ai fait des coups de gueule en 2020 pour dénoncer des choses dingues. Je rappelle qu'avec un dixième du budget d'industrie pharmaceutique, on pourrait donner l'accès à l'eau potable dans le monde entier, euh, la salubrité, Ouais. l'hygiène. Et Mm. alors là, évidemment, c'est pas rentable, donc tout le monde s'en fiche. Mais cette hypocrisie ambiante, c'est absolument à vomir. Moi, en tout cas, je n'en Ouais. peux plus. Et je suis Mm. ravie de pouvoir pousser mon coup de gueule en direct avec vous, les amis, parce que je ne vais pas faire une vidéo à proprement dit là-dessus. Mais quand même, Mais même au niveau des Ukrainiens qui se font bombarder depuis des années dans le Donbass, je trouve que c'est un manque de respect parce que jusqu'à maintenant, ils n'intéressaient personne. Il y a quand même des gens qui ont vécu dans des sous-sols. Moi, j'ai vu effectivement aussi, on parlera de ouais. cette journaliste qui est sur le terrain et qui prend aussi beaucoup de risques d'ailleurs, Ouais. hein. Ouais. Personne ne veut diffuser ses recherches et En puis ses plus. documentaires. C'est absolument dingue. Ouais. Ouais. Et voilà. Et donc maintenant, tout le monde pleure parce qu'on a dit aux gens de pleurer, alors tout le monde pleure. Et c'est Oui, ben, exactement ça. c'est exactement ça et c'est les effets de la propagande. Je veux dire, ce n'est que ça. Les gens sont tellement désinformés que, bon, ils savent pas que. De toute façon, ils ne savaient même pas que le Donbass existait il y a 3 semaines, là. Donc, Oui. ils ne savaient pas que, évidemment, l'armée ukrainienne bombardait depuis 8 ans sans arrêt les populations ukrainiennes qui vivent là, qui ont fait 14 000 morts. Mais c'est un peu ça, le problème, c'est que les gens sont paresseux. Donc, ils décident d'écouter les nouvelles, de lire les journaux et ça s'arrête là. Puis pour eux autres, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est paroles d'évangile et on croit tout. Puis, tu sais, à la rigueur, là, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est qu'en Ukraine, ça fait 30 ans qu'ils se font laver le cerveau anti-russe, qu'ils reçoivent de la propagande anti-russe. Et même les Ukrainiens ne comprennent même plus ce qu'est leur propre intérêt. Et je veux dire, c'est absolument terrible, là. En ce moment, les Ukrainiens, à travers la planète, devraient danser et se croiser les doigts, bien sûr, pour que ça se termine bien, mais devraient danser partout et faire des parties pour se dire enfin, Mhm. notre peuple va être libéré de ces tyrans, de cette tyrannie, des gens complètement détraqués qui travaillent pour les mondialistes, qui exploitent à fond les ressources de l'Ukraine, qui sont en train de vendre l'Ukraine pieds et poings liés. Tu Et, sais, c'est Sylvain, ça. j'aimerais juste aussi préciser une chose, c'est que les gens ne pleuraient pas pour les Irakiens quand les États-Unis envahissaient l'Irak au nom des armes de destruction massive. Ben non. Les gens ne pleuraient pas, les pauvres Afghans. Les gens ne pleuraient pas. Regarde, cette image, elle est parlante, Ben les oui. amis. Vraiment, faites des captures d'écran, faites ce que vous voulez, mais Mm, diffusez ça parce que mm, on a exactement l'historique. À chaque fois ouais. qu'on a justifié une guerre en Afghanistan, Irak, Libye, Syrie aussi, on en a tellement parlé dans Guerre et mensonges. Mhm. Il fallait dire oui, on va aller tout de suite, on va tout de suite s'en charger parce que voilà. Personne n'a pleuré les civils dans ces pays Ouais. et il y en a eu beaucoup. Mais comme tu dis Ouais. justement, on n'a pas dit aux gens de pleurer les civils en Irak, donc ils n'ont pas pleuré les civils en Irak. Ben, le pire, c'est que si on regarde les 4 premiers cas, on bombardait
sans discernement les quartiers civils de l'armée. C'est-à-dire que l'OTAN, quand elle décide de bombarder un pays, c'est sur les maisons, les habitations, les hôpitaux surtout, alors que la Russie, en ce moment, fait attention pour ne pas frapper la population, parce que la Russie sait très bien qu'elle a les yeux de la planète en ce moment qui regardent vers l'Ukraine et qui n'ont aucune envie de se retrouver à avoir l'air de faire quelque chose qui ressemblerait à un génocide. Donc, ils ne font que des attaques ciblées. C'est ce qui fait que la progression se fait quand même lentement. Elle se fait sûrement et très bien, mais lentement, parce que on fait attention aux populations civiles. Puis en plus, pendant ce temps-là, ben, les unités, là, particulièrement les néo-nazis, comme bataillon d'Azov, ben, ça se cache parmi la population. Ils utilisent la population comme bouclier humain. Pire que ça, même les ressortissants étrangers, les étudiants sont empêchés de partir pour qu'on puisse s'en servir comme bouclier humain. Puis on fout un tank entre deux immeubles à logement, puis le tank est protégé parce que les Russes n'oseront pas le tirer. Et c'est ce qui fait durer les choses, mais c'est ce qui cause des problèmes graves. En fait, c'est une super métaphore à l'image du régime de détraqué de Zelensky qui faisait suite au régime de détraqué de Petroshenko. C'est la même chose. Alors, Sylvain, on va faire un tour d'horizon, déjà pour qu'on comprenne, parce qu'il y a une telle hystérie autour de ce conflit, ce qui se passe là-bas. Enfin, c'est pas vraiment un conflit, on ne peut pas résumer ça comme ça, mais Ouais. on va faire simple. Et il y a un déferlement médiatique tellement dingue. Quand on a préparé les médias à mettre ce soir, parce qu'il y aura des vidéos, il y aura des images, etc., on s'est dit, mais il y a trop, en fait. Tous les jours, ça n'arrête pas. Il y a des absurdités, mais c'est complètement dingue. Moi, je n'ai jamais vu ça. Oui, mais ça, c'est à la hauteur de la panique des mondialistes en ce moment. Cette panique-là, en ce moment, elle est vraie, elle est palpable. Et quand on comprend l'impact réel de ce que Poutine est en train de faire en Ukraine, l'impact beaucoup plus large encore, là, si on le connecte au reste des événements, c'est là qu'on comprend que pour les mondialistes, pour l'OTAN, c'est comme le dernier banzai possible, mais ils ont tellement peur de la Russie qu'en plus, ils n'osent même pas entrer. Et pour eux, c'est vraiment la fin de leur idéologie et de leur monde tel qu'ils le voulaient, qui est en train de s'écrouler en Ukraine. Sylvain, pour ceux qui n'ont pas justement vu les vidéos ou lu le livre de Guerre et mensonges, par où on commence si on a envie de comprendre quelque chose à ce qui se passe là-bas maintenant? Parce qu'il y a quand même une histoire en Ukraine, on en a parlé dans Guerre et mensonges. Oui, ben pour l'Ukraine, en fait, c'était une partie russe depuis très longtemps. On parle de 3-4 siècles. Ça a toujours été une partie inclusive et la langue ukrainienne, dans le fond, est une espèce de slang régional de la langue russe. L'Ukraine, en tant qu'entité politique, c'était plutôt un district là, ou presque une province, là, disons, pendant l'URSS. Ça a été créé, dans le fond, sous Lénine et Staline, qui l'ont concrétisé. Mais avant ça, l'Ukraine n'existait pas comme pays. L'Ukraine a commencé à exister en 1991, à la dislocation de l'URSS. Il y a plusieurs républiques qui ont gagné leur indépendance, dont l'Ukraine, qui était leur première indépendance, en fait. Et donc, l'Ukraine a été laissée à elle-même, mais bon, c'était comme la petite sœur de la Russie. On travaillait ensemble, mais ils n'ont pas été chanceux parce que immédiatement, ils se sont retrouvés avec des gouvernements corrompus. On parle de corruption au niveau systémique, là. Donc, pour les Ukrainiens, les gouvernements n'ont pas jamais réellement travaillé pour eux. Et ça, qu'ils étaient pro-russes ou pro-européens, c'était pas plus joli l'un que l'autre. Et donc, ce qui est arrivé en 2014, en fait, Maïdan, ce qui est arrivé en gros, là, pour le résumer, c'est que on avait un président, Yanukovych, qui était pro-russe. Et l'esprit d'indépendance ukrainien, on l'avait beaucoup travaillé, mais on avait beaucoup travaillé aussi la propagande anti-russe depuis ce temps-là. Qui fait ça? C'est la CIA normalement. Parce que, on sait, l'OTAN, à partir de 1993, avait signé un deal carrément pour ne pas s'étendre vers l'Est, mais ils n'ont jamais arrêté de s'étendre vers l'Est. On a une image d'ailleurs qui illustre. Ah oui? Oui, Pascal va la mettre parce qu'elle elle est parlante. Mm-hmm. Ça illustre ce que tu dis, Sylvain.
Ouais. Oui, c'est ça, voilà. Donc, ça, c'est l'OTAN. Et il y avait les anciennes républiques qui étaient attachées à l'URSS, en fait, ce qu'on appelait le bloc de l'Est, qui n'était pas dans l'OTAN en 91. Puis, ça a commencé à augmenter. Il y a les premiers pays qui sont rentrés, dont la Hongrie, Tchèque et Pologne, c'est ça. Puis, mais c'est que l'OTAN a toujours continué à s'étendre et c'est un danger extrême pour la Russie parce qu'évidemment, il se retrouve avec des armées ennemies à ses portes. Pourquoi c'est si dangereux pour la Russie et c'est pas si dangereux pour les autres pays? Je veux dire, la Hongrie ne se plaignait pas de l'OTAN quand l'OTAN était à ses portes. Le problème, c'est que la Russie, c'est un pays qui est le contrepoids de ce qu'on pourrait appeler le New World Order. Okay? C'est le contrepoids du mondialisme. Et ça ne l'a pas été entre 91 et 99 avant que Poutine arrive. Mais quand Poutine est arrivé, lui, il s'est dit, moi, la Russie, je la veux indépendante. Je veux qu'on regagne notre autonomie qu'on a perdue, tout ça, parce que le pays a été ravagé là, par l'oligarchie, tout ça, et les Occidentaux. Donc, il voulait redonner les lettres de noblesse à la Russie, mais à l'intérieur d'une communauté internationale. Donc, pour lui, le but, là, c'était vraiment l'ouverture vers les autres, mais laissez-nous notre autosuffisance, notre autodétermination, tout ça. Et rapidement, il a même été question que la Russie fasse partie de l'OTAN. Je ne sais pas si tu le savais, ça, mais il y a eu des négociations, là. Donc, aujourd'hui, ça paraît ridicule un peu. Mais Poutine en a parlé. Mais il s'est aperçu rapidement, entre autres par la Tchétchénie, mais avec la Géorgie, ce qui s'est passé en Géorgie. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à faire, que jamais on ne laisserait la Russie à son autodétermination, d'aucune façon. Au fond, ce que l'Occident voulait, mais en fait, l'Occident, c'est les banquiers, là, on s'entend, qui sont à la tête de toutes les économies et des banques centrales. Ce qu'ils voulaient, c'est que la Russie tombe pareil comme les autres, c'est-à-dire un gouvernement de marionnettes, on va exploiter vos ressources, et c'est le gros lot, là, au niveau des ressources, on s'entend. Et on va exploiter vos ressources, on va tout aller, on va dominer votre économie, on va avoir notre banque centrale à nous et ça va fonctionner comme une plutocratie, pareil comme le reste de la planète. Donc, à partir de 2007, Poutine, dans sa tête, a commencé à faire un virage dont le 180e degré a été atteint en 2011. Donc, en 2011, avec la Syrie, et surtout l'assassinat de Kadhafi, parce que Kadhafi, c'était un grand leader pour son peuple. On a déjà parlé justement dans Guerre et mensonges, tu sais. Oui. Et il a été assassiné carrément par la CIA et ses idiots utiles à l'intérieur de la Libye. Et donc, Poutine, là, il s'est dit, ça suffit, plus jamais. Et c'est à partir de là qu'il a réellement mis en branle un plan d'éradication du mondialisme, que je pourrais dire. Et ça a commencé à être systématique à partir de là. Et le grand pas, ça aurait été en 2015, quand il a décidé d'attaquer ISIS, l'ISIS, le Jabhat al-Nusra, puis Al-Qaïda. Dans le fond, c'était les terroristes occidentaux en Syrie. Il a décidé de les démolir. Donc, ça a fait toute une différence. Et ce qui est arrivé, donc, j'ai laissé Maïdan en plan. Ce qui est arrivé à Maïdan, c'est qu'on avait donc moussé le sentiment anti-Yanukovych. Et ce qu'on voulait que les Ukrainiens représentent, dans le fond, c'est il fallait qu'ils soient pro-Europe, pro-Union européenne. Et Yanukovych était pro-russe. Donc, on a moussé tout ce mouvement-là. Et on a créé de la même façon qu'on a créé les printemps arabes. Là. Ça a été les mêmes techniques. Là, je veux dire, des manifestations, des gens qui tiraient dans le tas. Et c'est exactement la même chose pour que ça dérape, jusqu'à ce que Yanukovych décide de donner sa démission. Puis là, il y avait eu des morts, je veux dire, c'était assez terrible là, à Maïdan. Et là, on a rentré le régime de Poroshenko qui, dans le fond, c'était des pro-Europe. Et le but de l'Ukraine, dans le fond, le but de ce petit gouvernement-là, c'était d'éventuellement adhérer l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne aussi. Ils ont travaillé en fonction de ça, mais
à partir de là, Monsanto est arrivé tout de suite dès la première saison, là, la saison de l'agriculture. Monsanto est arrivé partout. On voit le changement après ça. Et Hunter Biden, un pédophile notoire, le fils de Joe Biden, qui est incapable de mettre un pied devant l'autre, a été mis à la tête de Burisma Holdings, qui est la compagnie de gestion, au fond, du gaz, de l'Ukraine. Alors, ce gars-là, il n'est qualifié à rien du tout, là. Et donc, la famille Biden s'est fait quelque chose comme 1 milliard là, en passant. Donc, c'est de la corruption au plus haut niveau. Tout le système est corrompu. Et donc, c'est ça, on en arrive aujourd'hui. Ce qui est arrivé aussi, c'est que il y a le Donbass. Bon, le Donbass, c'est quoi? C'est toute la région de l'Est qui est enclavée dans la Russie. OK? Et là, le Donbass, c'est dans le fond, le Lugansk et le Donetsk, c'est 2 provinces, là, dans le fond, de l'Ukraine, qui sont très pro-russes. Et à partir du moment où les gouvernements détraqués ont commencé à vouloir proscrire la langue russe et que la langue ukrainienne devienne la seule langue à ce moment-là en Ukraine, à ce moment-là, il y a eu une scission, ils ont voulu se séparer, ils se sont créés une milice populaire. Et les bombardements ont presque immédiatement commencé dans ces régions-là. Hey, je prends une gorgée de Smirnoff, ça te va-tu? Smirnoff. C'est vendredi soir. Hein. C'est vendredi soir ça. Pour ceux qui verront la vidéo en replay. Enfin, vendredi soir pour moi. Hein. Pour toi, je rappelle qu'il est 15h. Mais bon, tu t'es mis à l'heure européenne pour ce soir. J'avais besoin de souffle un peu. C'est vrai que tu parlais brièvement des bataillons Azov. J'aimerais bien que tu expliques pour les gens qui arrivent un petit peu là sans avoir trop suivi parce que tu vois, dans les médias traditionnels, on entend toujours les mêmes choses. On ne nous montre pas évidemment les prises de position du président précédent, qui a quand même eu des propos mais hallucinants. Enfin, on se dit, après la Deuxième Guerre mondiale, ça n'arrivera plus jamais, mais en fait, on va dire, c'est contemporain. Ça s'arrête pas, personne n'en parle, sauf quand ça arrange tout le monde et puis évidemment, le narratif, il est complètement subverti. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus? En fait, c'est ça, c'est que, disons que quand est arrivé, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand les nazis sont passés en Ukraine, ils ont eu une belle collaboration de Stéphane Bandera, qui s'appelle. Et donc, il y avait beaucoup de nazisme, de nazis idéologiques là, déjà à l'intérieur de l'Ukraine. Puis il y a eu beaucoup de délations, d'arrestations, d'exécutions qui se sont faites contre les populations juives principalement, mais il n'y avait pas que des juifs qui se sont fait ramasser. Dans le fond, tout ce qui était pas ukrainien se faisait ramasser par cette gang. C'est ça, j'ai dit Stéphane, c'est Stéphane Bandera. Et lui est devenu, pour ceux qui ont une idéologie extrême droitiste, là, qu'on pourrait dire, mais qui sont en réalité, c'est des fascistes nazis. Et il est devenu une espèce d'idole nationale pour ces gens-là. Et je pense que ça a été engendré par justement l'extrême nationaliste qu'on a voulu créer à l'intérieur des Ukrainiens qui voulaient leur indépendance, puis après, qui voulaient complètement se séparer de la Russie. Ils voulaient, et je pense que de tout ça est né une espèce de bouillon, même raciste, de tout ce qui n'est pas ukrainien. Donc, il y a eu le bataillon d'Azov, au fond, Dimitri Yarosh, et il y en a un autre, là, c'est 2 cons. Je ne devrais même pas les nommer de toute façon. Mais donc, et le secteur droit aussi, qui est la même chose. Secteur droit, qui était une espèce de milice populaire aussi. Et ils ont été intégrés à l'armée ukrainienne éventuellement. Là. Fait que pour le bataillon Azov, on parle de 5 à 6 000 néo-nazis intégrés à l'armée ukrainienne. Et c'est eux qui, principalement, se sont chargés de faire des exactions dans le Donbass. Donc, évidemment, c'est les mieux choisis. Aucun regard par rapport à la vie humaine. Voilà, les gentils bataillons Azov. Le drapeau qui est juste derrière, c'est Azov, ça. Donc, c'est ça. On a des néo-nazis. Et Pascal me faisait remarquer, il y a eu un vote à l'ONU. Et éventuellement, il y avait eu une motion qui avait été déposée pour dans le fond,
éradiquer tout ce qui était idéologie fasciste, nazie et l'enlever des publications et tout ça. Ben, on voulait enlever cette possibilité-là et il n'y a que 2 pays qui n'ont pas voulu signer cette motion-là. Qui? Les États-Unis et l'Ukraine. Tiens donc. Les 2 pays qui encouragent toute cette affaire-là. Et justement, dans les demandes de Poutine, quand est arrivé le temps de... Ben, juste avant. Je vais y revenir à ça. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que les pressions devenaient de plus en plus fortes. OK? Pour Poutine, l'OTAN qui s'étend à l'Est, c'était inacceptable. Ce qui était beaucoup, beaucoup plus grave avec l'Ukraine à ce niveau-là, c'est que si on avait eu des missiles nucléaires entrés en Ukraine, ben, ils se seraient retrouvés à 5 minutes de Moscou, ces missiles nucléaires-là. Ça, il faut comprendre là, à la base, qu'est-ce que ça change? C'est que, dans le fond, les Russes, on en a déjà parlé, ils ont des systèmes défensifs extrêmement performants qui arrêtent tout ce qui est balistique. Okay? On ne sait pas jusqu'à quel point c'est... mais on est probablement pas loin du 100%. C'est-à-dire tous les missiles tirés vont être abattus, tellement ces systèmes-là sont performants. Oui. Sylvain, s'il y a des personnes qui sont passionnées par ça, tu en as parlé dans l'épisode 16 de Guerre et mensonges. Okay, le 16e chapitre qui concerne l'armée, l'armement russe, tu en parlais déjà. C'est ça, oui, c'est ça. Tout. Oui, je ne vais pas tout revenir là-dessus, mais c'est très important parce que, dans le fond, le bouclier anti-missile et anti-avion, dans le fond, anti-aérien russe, est une couverture impeccable en titane. OK? Mais évidemment, il faut qu'il y ait le temps de réagir. Et donc, pour l'OTAN ne veut pas s'embarquer dans une guerre conventionnelle contre la Russie, d'autant plus que la Chine est alliée avec la Russie très solidement maintenant. Donc, l'OTAN, dans une guerre conventionnelle, elle est sûre de la perdre. Par contre, si l'OTAN voulait déclarer une 3e guerre mondiale, il faudrait s'assurer d'une chose, c'est qu'il puisse avoir la menace nucléaire sur la Russie. OK? Et en n'ayant pas des missiles nucléaires en Ukraine, cette menace-là est diminuée de beaucoup, 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 parce que tous les missiles qui viennent de plus loin sont susceptibles d'être arrêtés. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, là, c'est ce qui fait paniquer tout le monde en ce moment en Russie, dans les médias en Occident, dans le fond. Tous les premiers ministres, les présidents, les médias, c'est la folie furieuse. Donc, il y a eu 2 menaces. Ça, c'en est une, et c'était imminent, semble-t-il, que l'OTAN était pour embarquer avec... L'Ukraine était pour embarquer avec l'OTAN. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y avait des informations, ça a l'air qui étaient très, très, très précises, mais en plus, on pouvait voir sur le terrain que l'Ukraine préparait une offensive sur le Donbass. Okay? La moitié de l'armée ukrainienne, qui d'ailleurs est prisonnière aujourd'hui dans un chaudron, la moitié de l'armée ukrainienne se préparait à envahir le Donbass. Et donc, on parle des populations russes qu'on aurait probablement anéanties pour terminer le travail. Donc ça, on parlait du mois de mars. Le timing n'est pas innocent. C'est que pour l'Occident, en ce moment, le plan A, la première partie du plan, vient de se terminer. Il n'y a plus rien qui tient avec la pandémie. On ne peut plus atteindre aucun objectif. Donc, on était rendu au plan B. Ce n'est pas pour rien qu'on a provoqué Poutine à ce moment-là. Moi, je dis que ce n'est pas pour rien qu'on a fait filtrer les informations comme quoi il y aurait une attaque sur le Donbass au mois de mars. Je pense que c'était prévu parce qu'on voulait passer à la prochaine étape pour nous divertir de la réalité qui est en train de sortir sur la pandémie. Donc, parce que, je veux dire, c'est en train d'éclater de partout à ce niveau-là. Je sais qu'on n'entre pas là-dedans, là, mais c'est ça quand même, et c'est important de mentionner que c'est pour ça qu'on a provoqué la Russie là. Et donc, c'est devenu une question... Pour la Russie, c'est vraiment une question de vie ou de mort, là, en quelque part. Et là, tout de suite, ça s'est mis, dès que la Russie, il a commencé par signer l'indépendance des 2 républiques, Lugansk et Donetsk. Il a fait flic-flac et il a reconnu ça. Il a envoyé les armées russes à l'intérieur des républiques, mais ça n'a pas tardé. C'est que lui, l'idée était déjà toute faite d'aller désarmer et aplatir l'armée ukrainienne un peu partout, qui était devenue une menace, puis poser des conditions dès le début.
et il a même parlé, il a dit des gros mots, là, de dénazifier. Il faudrait peut-être écouter le speech que Poutine a fait au début. Ça dure une couple de minutes. J'en ai fait un petit montage. Je ne sais pas si Pascal pourrait le passer. Dès qu'il est prêt, il va le mettre. Okay. On a tellement de... C'est vrai qu'on a, la bibliothèque ce soir qui est pleine, les amis, pour vous montrer des images. Il y a aussi des images qui sont dingues. J'aimerais que Pascal nous les montre après. Ouais. Ça, on est en plein dans ce que tu racontes, dans la déprogrammation, la fabrique de l'information. On voit un journaliste qui parle de mort derrière lui. Les images que vous voyez en arrière-plan ont été supprimées à la suite de ce live, puisque nous avons appris, juste après la vidéo, qu'il s'agissait en réalité d'un montage. Il y a tellement de choses à trier entre les articles, les photos et les vidéos qu'on vous remercie de votre vigilance et on a tout de suite rectifié le tir en remplaçant la vidéo qui était erronée par une autre que nous n'avions pas eu le temps de diffuser pendant le live, qui est celle du Bild, qui a défrayé la chronique puisqu'ils ont utilisé des images datant de 2014 et 2015 pour illustrer le conflit en Ukraine. Voilà, je vous laisse la suite du visionnage et je vous remercie pour votre vigilance et tenons bon dans toutes ces inepties. Ein Wahnsinniger, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Wir haben gerade, während Sie gesprochen haben, auch Bilder von einem Einschlag in einem Kraftwerk in Luhansk gesehen. Da sind Feuerbälle zu sehen, dramatische Bilder dort. Überall aus dem ganzen Land sehen wir Explosionen. Es ist und hören das hier auch. Sie sehen es und hören es auch, Herr Bruck. Auch wir sehen gerade Bilder, Herr Frey. Wir sehen, während Sie sprechen, sehen wir Bilder von russischen Fallschirmspringer, die in der Nähe von Kharkov landen. Es sind Hunderte, Tausende. Es sieht aus wie ein Heuschreckenschwarm, der da am Himmel ist, von oben herabkommt. Das ist wirklich absolut unglaublich. Bilder wie diese. Also russische Fallschirmspringer, die einmarschieren, die landen dort in der Ukraine. C'est complètement fou. Ouais. Enfin voilà, c'est des scènes en direct. C'est ce que tu disais aussi sur les attaques à New York quand il y avait eu les tours. Absolument, la tour qui est toujours là, oui. Oui, la tour 7 qui était toujours debout et la journaliste qui dit voilà, la tour 7 vient de s'effondrer. Puis en fait, elle s'effondrait 20 minutes après. Et c'est vrai qu'on fait vite des boulettes en live comme ça. Alors du coup, Pascal, je ne sais pas s'il y a la vidéo de Poutine dont parlait. Ça serait le fun parce qu'il a dit des affaires vraiment importantes à l'intérieur de ça. Ouais. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Son objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la part du régime de Kiev depuis 8 ans. À cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et de poursuivre en justice ceux qui ont commis des crimes nombreux et sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie. Aujourd'hui, il me semble nécessaire de revenir sur les événements tragiques qui se déroulent dans le Donbass et sur les questions clés liées à la sécurité de la Russie. Je me réfère à ce qui nous préoccupe particulièrement, à savoir les menaces fondamentales que font peser sur notre pays de manière démesurée et arrogante, pas à pas, année après année, les hommes politiques occidentaux irresponsables. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. On sait très bien que depuis 30 ans, nous nous efforçons avec persistance et patience de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes de sécurité égale et indivisible en Europe. En réponse à nos propositions, ça n'a toujours été que soit des tromperies et des mensonges cyniques, ou des tentatives de pression et de chantage, alors que l'Alliance Atlantique, malgré toutes nos protestations et préoccupations, ne cesse de s'élargir. Tout ce qui ne convient pas aux détenteurs de l'hégémonie, aux grands de ce monde, est qualifié d'archaïque, obsolète et inutile. Et inversement, tout ce qui leur semble avantageux est présenté comme la vérité ultime, est imposé à tout prix, de manière insolente, par tous les moyens. Ceux qui ne sont pas d'accord finissent à genoux.
Oui, on entend souvent dire que la politique est quelque chose de sale. Peut-être. Mais quand même pas à ce niveau-là. Après tout, un tel comportement de tricheur contredit non seulement les principes des relations internationales, mais surtout les normes de moralité et d'éthique généralement reconnues. Où sont la justice et la vérité ici? Ce ne sont que des mensonges et de l'hypocrisie. Par ailleurs, des hommes politiques, des politologues et des journalistes américains eux-mêmes écrivent et parlent du fait qu'un véritable empire du mensonge a été créé aux États-Unis ces dernières années. Difficile. Ouais. Bon, il y a aussi une chose qui, moi, qui me frappe parce que j'en ai vu plusieurs. Hein, bon, ça fait un moment aussi avec des vrais mensonges qu'on s'est intéressé à Vladimir Poutine. Ouais. C'est le paraverbal. Même si on écoute ces vidéos en russe et qu'on ne comprend pas ce qu'il dit, on regarde juste. Alors évidemment, bon, il a travaillé pour le KGB, hein, c'est pas un débutant, mais quand même, les politiciens ne sont pas des débutants et on voit le mensonge à vue de nez dans la plupart, on va dire, des discours des chefs d'État qu'on connaît. Ouais. Et même si je ne vais pas spécialement, on va dire, je ne suis pas de la famille de Poutine ou quoi que ce soit. Hein, j'essaie de ne pas prendre de parti pris, mais quand même, on va dire que j'ai surtout vu une conférence de presse qu'il a faite entourée de femmes, et c'est vrai que c'était vraiment poignant parce que au-delà de tout ça, le bon sens, le discernement, même si on n'est pas un expert en géopolitique, franchement, à un moment donné, même un enfant de 8 ans, je pense qu'il peut quand même comprendre que ce qui se passe là-bas n'est pas nouveau. Alors, on va parler aussi de choses un peu plus anxiogènes ce soir, parce qu'on ne va pas échapper au labo P4. Maintenant, ça sort partout. Et puis aussi, toi, ça fait un moment que tu nous parles de la Chine qui se retrouve avec la Russie. C'est tellement intriqué tout ça. Ouais. Bon, alors, par où on continue, Sylvain? Ben, en fait, là, dans son speech, il a quand même dit des choses énormes. Ben, premièrement, il a mentionné la dénazification. Et ça, c'est le genre de truc où, disons qu'il n'allait pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Là. Et il a, dans le fond, il a nommé les chats par leur nom. et ça, c'est très rare parce que, tu sais, on dit politically correct. Là. Les politiciens ont toujours la langue de bois, généralement, tout ça. Ce que Poutine a commencé à faire, c'est un peu faire ce que Trump faisait. Et il est devenu politically incorrect depuis l'Ukraine. Et là, il commence à dire exactement ce qu'il pense, le fond de sa pensée, et ça risque d'être vraiment rigolo bientôt. Parce que Poutine en sait beaucoup de choses et moi, je le sens se mordre la langue quand même par rapport à tout ce qu'il aurait envie de dire à l'Occident. Et là, il commence à le dire parce qu'avec ce speech-là, quand il parle de l'empire du mensonge, il est seulement, à ma connaissance, le deuxième politicien à faire référence à ça. Le premier étant Trump, qui n'a pas arrêté de parler des fake news, fake news, fake news. Et là, c'est Poutine maintenant qui vient mettre son grain de sel et qui vient parler de l'empire du mensonge. Et ça, c'est vraiment important pour moi, pour la suite des choses. Parce que c'est effectivement toute l'histoire est basée sur des mensonges. Tout ce qui se passe, les nouvelles, ce ne sont que mensonge après mensonge. Mais là, il y en a qui sont en train de le dénoncer. Puis, c'est des gens qui sont capables de changer le cours des choses. Donc, c'est ce qui devient intéressant. Puis, je pense que Poutine a vraiment lancé sa dernière croisade. Là. Et on est dans le dernier stretch et je n'ai pas l'impression qu'il va s'arrêter. De toute façon, si on regarde ce qui s'est passé suite à l'invasion, l'OTAN, évidemment, l'OTAN s'est retiré, lui, d'Ukraine au complet. Il y avait des troupes, là, le Canada en avait, la Pologne, les États-Unis, tout ça. Ils ont tout retiré ça de là parce qu'ils ne veulent pas entrer dans une guerre conventionnelle avec la Russie. L'OTAN craint la Russie. Il y a un analyste, je ne me souviens pas de son nom, c'est de valeur, mais il y a un analyste qui a dit que s'il fallait que la Russie utilise toute sa puissance de feu, l'OTAN ne tiendrait pas 4 jours en Europe. Et donc, on s'entend que technologiquement, ils sont à des lieux au-delà de ça. J'ai lu ce matin l'histoire d'un médecin britannique qui avait été dans l'armée, qui a fait l'Irak et l'Afghanistan, et il a décidé de se présenter comme volontaire en Ukraine.
Ça a duré moins d'une semaine, son voyage. Il a été en Ukraine, il s'est retrouvé sous des bombardements, il dit « C'est une puissance que je n'ai jamais vue, qu'on n'a jamais vue ni en Irak ni en Afghanistan. » Il s'est retrouvé prisonnier par les Russes. On parle de quelques jours, là. Et les Russes, en voyant qu'il était citoyen britannique, ils l'ont retourné en Angleterre, puis il a dit « Plus jamais. » Il dit « Je m'en allais pas là me faire tuer, moi, là. » D'ailleurs, ça me fait penser à une chose, Sylvain, c'est que on a peut-être une image qui va s'afficher là, mais ça recrute. Il y a quand même des médias. Hein. Non, mais c'est dingue. Ce qui s'est passé en Syrie a été condamné par tout le monde. Et là, on voit quand même des médias qui recrutent, enfin, qui font office limite d'agence de placement pour dire aux gens, si vous voulez combattre, on cherche des gens en Ukraine. C'est quand même BFM. Bon, allez, vu qu'il y a le logo, j'y vais. Non, mais écoute, si vous avez une expérience du combat, vous pouvez venir en Ukraine. Voilà. Tranquille. Tranquille. Et c'est la folie furieuse. Facebook et Twitter, tu l'as vu ça? C'est aujourd'hui qu'il a annoncé. Oui, c'est Reuters qui a communiqué ça. Hein. C'est ça. Et ils peuvent au fond, on peut faire des posts maintenant qui invoquent l'assassinat de Poutine. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est exactement ça. Donc, Facebook autorise les publications de guerre ukrainienne appelant à la violence contre les envahisseurs russes. Alors, plus de morale. Marqué... Non, parce que dans l'article, c'est quand même écrit que si vous postez un appel au meurtre de Poutine, on va le laisser. Là, c'est pas une incitation à la haine, on tolère ça. Je rappelle que je me suis fait enlever un post, Sylvain, où j'avais pris en photo une voiture à Genève et les plaques de la voiture, c'était une Porsche. C'était écrit F-U-C-K, hein, je vais pas le dire. Greta. Et j'avais mis ça, j'étais morte de rire, j'ai mis ça partout en rigolant. Et Facebook me l'a enlevé en disant que j'incitais à la haine. Oui, voilà. C'est extraordinaire quand même. Alors que maintenant, il n'y a plus aucune morale. On peut réclamer la tête d'un chef d'État sur un plateau et il n'y a pas de problème, c'est tout à fait correct. D'ailleurs, il y a une folie dans les médias en ce moment. J'ose croire qu'il y en a qui vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de vraiment pas normal qui est en train de se passer. Pascal, je ne sais pas s'il y aurait l'autre vidéo de Pouyadas, parce que c'est quelque chose, là. La vidéo des nouvelles. Oui, il va la passer. C'est Pujadas. Pujadas, mais moi, c'est ça, Pouya, là. Pouya. Dans mes cours d'espagnol, on me disait que le J, on ne le prononçait pas. Ah oui, l'espagnol. Je ne sais pas, moi. Là, je ne connais pas les gossips de la vie de Pujadas. Ah, là, c'est Pujadas. Okay. C'est Pujadas. On peut l'appeler Pouyadas. C'est qui est ça? On l'appelle Pouyadas. Dès que tu es prêt, tu le pars, mais sinon, je continue. Mais c'est ça, on le voit qu'il y a une folie en ce moment. C'est trop. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais aujourd'hui, apparemment, Pascal me dit que les Mastercard, Visa ont arrêté leur service en Russie. Est-ce que tu peux confirmer cette information? Oui, c'est ça. En fait, les sanctions sont en train de faire. Les sanctions sont en train de couper la Russie, dans le fond, du système SWIFT. Ça a commencé par plusieurs banques, plusieurs grandes banques, mais maintenant, on a vu même McDonald's est parti de là, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Les compagnies sont toutes en train de sortir. C'est un peu normal pour les compagnies, en quelque part, parce que s'il fallait que la Russie soit déconnectée du système SWIFT, évidemment, il y aurait une grosse difficulté dans les paiements puis les échanges commerciaux entre la maison mère de McDonald's et les McDonald's qui sont en Russie, évidemment. Mais pour contrebalancer ça, ce qui est quand même intéressant, c'est que là, la Russie a écrit une espèce de décret où les gens doivent maintenant régler leurs dettes en roubles. Oui, alors oui, parce que leur rouble a été dévalué. Alors vas-y. C'est ça. Vas-y, explique. Ça, c'est extraordinaire quand même. En fait, c'est ça. C'est que toutes les dettes de plus de 10 millions de dollars, donc on parle quand même des dettes intéressantes, à ce moment-là, vont pouvoir être versées directement à une banque russe en rouble. Donc ça veut dire qu'on est en train vraiment d'évacuer le dollar, mais de donner une espèce de porte de sortie pour les règlements, des règlements à l'amiable qui échappent complètement du système SWIFT. Ce qu'il faut comprendre, on reviendra à Pouyadas plus tard. Non, mais elle est prête, si tu veux. OK, on l'écoute, puis on va finir ça, puis on continue. Allez, mets ton Pouyadas. L'élimination physique
de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça signifie quand on évoque cette idée? Qui travaille sur ces hypothèses, peut-être sur ces scénarios? On en parle ce soir donc avec vous tous. Oui, ça peut sembler digne d'un film d'espionnage, mais effectivement, un ministre des Affaires étrangères européen l'a pourtant formulé publiquement, c'est Jean Hasselborn. Pour lui, Vladimir Poutine est, je cite, un bandit et un dictateur. Et si le peuple russe savait tout, eh bien, il renverserait le Kremlin. Il a donc déclaré en direct à la radio luxembourgeoise. C'est peut-être tout ce qu'on pourrait souhaiter, que Poutine soit réellement, physiquement éliminé pour arrêter tout ça. Merci Justine. Je me tourne d'abord vers vous, Vincent, parce que je vous ai entendu dire que dans vos contacts, à très haut niveau, au sein de l'armée française, cette hypothèse, elle était évoquée, alors pas forcément comme une hypothèse sur laquelle on travaille, sur laquelle on échafaude des scénarios, mais en tout cas comme peut-être le seul moyen d'en terminer avec cette guerre. Je cite un ancien officier général de l'armée de l'air qui me disait, voilà, 48 heures, la seule solution à ce stade, c'est une balle de 9 mm dans un corridor du Kremlin. Bien. Là-dessus, navré de casser l'ambiance, mais il se trouve que j'ai eu le douteux privilège de couvrir depuis Nicolae Ceausescu, le Roumain, en 1989, la chute d'un certain nombre de despotes et de tyrans. J'ai mon tableau de chasse métaphorique, Moubarak en Égypte, Saddam Hussein en Irak et plus récemment Mouammar Kadhafi, le guide libyen. Le problème, c'est que l'élimination physique du chef d'un régime de nature totalitaire accouche plus souvent du chaos que de la démocratie. Et dans tous les exemples que je viens de mentionner, cette dimension est patente. Qu'est-ce que c'est envisageable de monter des plans, des opérations pour tenter d'éliminer Vladimir Poutine? Est-ce que c'est envisageable politiquement, au regard du droit international? C'est quand même un chef d'État, donc on y viendra. Mais il y a la question de la faisabilité. Mais avant cela, la question que je souhaite vous poser, Général Pinard-Legris, elle est toute simple. Est-ce qu'il est imaginable qu'aujourd'hui, les services militaires américains, français, britanniques travaillent sur ces hypothèses? Que les gens des services travaillent, ça me paraît être la moindre des choses, parce que c'est ce qu'on appelle une cible à haute valeur ajoutée. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on cherche, vous voyez bien ce qui se passe à une autre échelle au Mali, on cherche à tuer les décideurs, les dirigeants, les coordonnateurs. Bon, bah, moi, c'est clair. Sylvain, comment on en arrive à dire des choses comme ça sur les plateaux? Enfin, c'est quand même pas des gens qui sortent de... Je sais pas, c'est quand même censé être leur spécialité, non? Ouais. Non, écoute, c'est pas que je suis sans mots, là, mais disons, surtout que c'est vraiment comme un dîner de con, là, cette émission-là. Et donc... C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est moi, puis je peux le répéter, c'est un dîner de con. Puis, et ça me fait rien d'y aller et d'aller tous les écrabouiller du pouce. Mais c'est incroyable, c'est absolument incroyable qu'il en soit rendu là. Mais je pense que c'est un symptôme fort de l'importance de ce que Poutine est en train de faire. Et c'est pour ça qu'on en est rendu à une folie furieuse, même au niveau des médias. Je veux dire, je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, dire des trucs comme ça, sans rire. Parce qu'en plus, il s'agit de Français. Donc, la France, c'est une mouche pour la Russie, là. Et tu sais, il y a zéro crainte de aucune armée française, là. En plus, c'est une armée woke. Donc, c'est des soldats qui portent des fleurs et qu'on ne sait pas de quel sexe ils sont. Donc, OK, je sais, je fais des blagues. Mais c'est ça, d'appeler au meurtre via les médias, c'est d'une bassesse incroyable. Et je ne sais pas comment on en est venu là. D'autant plus que, en fait, tu le sais, tu en as parlé tantôt, on écoute Poutine, nous, de nos oreilles. On ne fait pas qu'analyser ce qu'il fait de loin, tout ça. C'est que le problème avec l'Occident, c'est ça, c'est qu'ils ne font jamais écouter Poutine. Ils nous disent tout le temps ce que Poutine dit, ce que Poutine pense, mais jamais on l'entend parler en Occident parce que pour tout le monde qui écoute Poutine, comparé aux hystériques qui sont en charge de la France, du Québec, du Canada, des États-Unis, je veux dire, c'est un sénile complet. C'est un autre niveau, là. On parle d'un très, très grand homme d'État, qu'on l'aime ou pas, là. Et donc, d'appeler à son meurtre, c'est ça. C'est pour ça que je voulais le passer, parce que je voulais juste montrer à quel niveau on est rendu là, au niveau de la propagande.
Donc, j'aimerais quand même rappeler une chose, parce que l'OTAN, tu nous as quand même beaucoup parlé dans Guerre et mensonges, comme étant l'armée des banques. Est-ce que tu peux juste rappeler 2-3 choses par rapport à l'OTAN? Parce que tu nous dis que l'OTAN est en panique, qu'il est impuissant, Oui. qu'elle est en lambeaux même. Oui, ben en fait, oui, l'OTAN est en lambeaux. Idéologiquement, en fait, ça va vraiment pas bien pour l'OTAN et même l'Union européenne. Ce qui est en train d'arriver avec ce qui s'est passé, bon, il y a eu les sanctions, OK? Les sanctions ont eu un effet, bon, c'est comme l'eau sur le dos d'un canard pour la Russie parce que la Russie est en train de se tourner de côté avec l'Asie, de toute façon. Et ils vont vendre leur pétrole ailleurs, ils vont vendre leur gaz ailleurs, il n'y a aucun problème. Le gaz, d'ailleurs, qui était supposé d'aller en Allemagne, est déjà tout vendu à la Chine, là. Donc, tu sais, c'est pas un gros problème. Mais le double effet des sanctions, c'est qu'il faut comprendre, ben, je pense que ça, tout le monde le sait, mais que l'Europe est dépendante du gaz russe. OK? C'est à la hauteur de presque 80%, on me dit. D'une manière ou d'une autre, c'est quantitativement irremplaçable. On ne peut pas aller le chercher ailleurs. Et même pour les États-Unis, ce qui a été très drôle, c'est que avant de sanctionner le pétrole, on a envoyé des émissaires dans 3 pays, au Venezuela, en Iran et en Arabie Saoudite. On parle de 2 pays qui ont des sanctions américaines contre eux, le Venezuela et l'Iran. Puis le troisième, c'est un pays qui c'est presque un électron libre, l'Arabie Saoudite, mais qui penche beaucoup plus du côté de la Russie maintenant que du côté des États-Unis. Donc, les États-Unis en sont rendus à quémander du pétrole pour remplacer le pétrole russe, à quémander du pétrole à leurs ennemis qui sanctionnent. Donc, on est c'est ubuesque, tout ça. Il y a plein de choses qui ne font pas de sens. Mais pour l'Europe ne peut pas se passer des énergies russes, que ce soit au niveau du pétrole, que ce soit au niveau du gaz, mais au niveau du blé, c'est la même chose. Le papier, le bois, c'est la même chose. Le charbon, c'est toutes les matières premières ou à peu près sortent de la Russie. Et pour l'Europe, c'est une grande proportion des matières premières dont ils ont besoin. Donc, ce que les États-Unis, ben en tout cas, on a l'impression que c'est les États-Unis, là, mais c'est ce que l'OTAN est en train d'imposer à l'Europe, qui est en train de disloquer idéologiquement tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette semaine, on a eu, c'était pas officiel, mais je veux dire, ça s'est dit de plein de côtés, que l'Allemagne est en train de négocier directement avec la Russie pour la reddition de l'Ukraine, donc dans le dos des États-Unis. Donc, là, on comprend que toutes les alliances des mondialistes c'est plus que lézardé. Là, disons, il y en a qui sont, d'après moi, qui vont être irréparables. Puis, à l'intérieur de l'Union européenne aussi, tu sais, il y a des pays qui, en ce moment, payent le gros prix, là, parce qu'ils sont en train d'accueillir des réfugiés, comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie. Et Pologne et Hongrie, en ce moment, sont en train de se faire sanctionner en même temps par l'Union européenne, parce qu'il y a plein de trucs qu'ils ne veulent pas faire, des trucs qu'on leur demande de ne pas faire là, à d'autres niveaux. Mais donc, pendant qu'il y a des pays qui font un effort pour accueillir les réfugiés d'une crise que l'Union européenne a contribué à créer, ben on sanctionne ces pays-là en ce moment. Vous pouvez imaginer là, comment ces pays-là ont pu envie de faire partie de l'Union européenne. Puis, et évidemment aussi, pour l'Allemagne, elle a déjà dit non à ce que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Ça veut dire donc une autre zone de tension, pendant que la France a envie de dire « Oui, mes amis, venez, Zelensky, on va vous accueillir et on va vous donner plein de fric. » Mais l'Allemagne, elle ne veut pas. L'Allemagne ne veut pas. Donc, tout le système mondialiste est en train de tomber parce que la réalité de tout ce qui se passe en plus. Donc, on n'a plus de plan B pour faire la Troisième Guerre mondiale parce qu'il n'y a pas de missiles qui vont assez près de la Russie pour les menacer. Et de l'autre côté, économiquement, la Russie est en train de créer avec la Chine un système parallèle et tout le mondialisme s'écroule et ce mondialisme-là qui est rattaché à SWIFT, et SWIFT est en train de perdre son importance parce que toutes les transactions des pays importants en ce moment sont en train de se faire soit en won, soit en yuan, en euros, en monnaie nationale, en euros maintenant aussi. Et en plus, la Banque centrale russe a appelé à un retour de l'étalon or.
Donc, ça, c'est les banquiers privés qui créaient de l'argent sur de l'air, ça achèverait si on embarquait là-dedans. Donc, tout ce qui se passe, là, c'est vraiment, là, on est en train de vivre la fin du mondialisme, je pense. Sylvain, tu as une question d'Alex. Bon, il y en a plein, les amis, les questions, ça va vite, on n'arrive pas à tout suivre, mais c'est une question qu'on pourrait se poser tout à fait. Pourquoi l'OTAN en provoque la Russie s'ils savent qu'ils ne font pas le poids? En fait, c'est une très bonne question. En fait, c'est que nos banquiers n'ont plus d'options. OK? Ils n'ont plus vraiment d'options. C'est que s'ils veulent contrôler la planète, s'ils veulent faire un grand reset, s'ils veulent... Bon, il faut qu'il se passe quelque chose. La pandémie a un peu échoué dans une bonne partie de ses objectifs. On ne peut pas créer un gouvernement mondial à partir de ça. On ne peut pas partir vers une transition énergétique vers l'électricité non plus. On n'est pas prêt pour ça. L'identité numérique, ça avance, mais on n'a même pas de monnaie crypto à aller rattacher à ça encore. Donc, il y a encore beaucoup de trucs à faire et ça ne fonctionne pas encore. Le plan B, c'est la guerre mondiale. Et là, donc, pour eux autres, c'est que ce qu'ils voudraient, c'est que la Russie perde des plumes et se croise presque les doigts. Peut-être que l'Ukraine, en tout cas, fasse mal suffisamment à la Russie pour que peut-être l'OTAN qui attend sur les lignes en Roumanie et en Pologne se dise peut-être qu'on pourrait essayer. Parce que là, on est dans le dernier banzai et peut-être qu'on pourrait essayer. Mais l'idée, c'est un peu de mettre la Russie le pied dans un bourbier. C'est un peu Sylvain, ça. il y a aussi une chose, c'est que tu sais qu'en Suisse, on est censé être neutre. Et la Suisse a quand même pris position clairement. Est-ce que tu as envie de donner ton avis? Parce qu'on a aussi parlé souvent de la BRI, la Banque des règlements internationaux, et de BRICS. Tu te souviens, on en avait parlé dans Guerre et mensonges. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça, vu que tu nous parles des banques, l'armée des banques, etc.? Ah, la fameuse neutralité suisse. Oui, tu penses bien. Moi, je commencerais par neutraliser la fondue parce que je suis incapable de rentrer dans une pièce ou de la fondue. Ouais, c'est tellement bon. Bon. La poutine. Alors, je ne sais pas si ça existe toujours, mais moi, je dis toujours la poutine, je m'en fiche. La poutine, c'est le meilleur. Avec le fromage fondu dessus. Parce que Sylvain me disait quand même, je crois que ça a été mis dans un des génériques, que dans vos stations essence chez vous, eh bien, à la caisse, il n'y a pas une station essence sans des types de fromage qu'on peut utiliser pour faire des poutines à la maison. Oui, c'est le fromage en grains, c'est le cheddar doux, puis c'est avec ça qu'on ajoute par-dessus les frites et qu'on met de la sauce. Et je te ferai remarquer que j'ai travaillé avec une équipe de la Suisse romande, la télévision suisse romande, qui est venue travailler 72 heures pour survivre, ça s'appelait, et qui est venue travailler à Montréal, et j'ai travaillé avec eux autres, et je les ai amenés manger de la poutine à la Paris à Montréal, et ils étaient tous « Oh putain que c'est bon! » Et il y avait Amy, là. Ouais. Écoute, je pense qu'ils s'en souviennent, mais écoute, en tout cas, au-delà du fait que tu n'aimes pas notre fondue, bien. Il n'y a pas de neutralité suisse, on s'entend. La seule raison pour laquelle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, toutes les armées, mais intégralement, toutes les armées ont évité la Suisse pendant que ça s'entretuait absolument partout autour. Il n'y a personne qui a mis, pas une armée qui a mis le pied en Suisse. C'est qu'en fait, toutes les banques sont toutes là. Donc, c'est comme la truie, la Suisse. Et la truie pour les banques, là, et tous les autres, les porcelettes, c'est les banques centrales qui sont autour. Donc, c'est normal qu'on ne veut pas aller détruire les banques et le système des banques centrales en Suisse. D'autant plus qu'à ce moment-là, on n'avait pas Internet, il n'y avait pas de cloud, il n'y avait rien de virtuel, tout était papier. Donc, les bons, c'était du papier, là, et on se devait d'avoir le papier, sinon, tu n'avais pas de bons, tu n'avais plus... et donc, c'est pour ça qu'il n'était pas question. Aujourd'hui, on pourrait, à la rigueur, détruire un immeuble, l'immeuble d'une banque, mais tout est dans le virtuel de toute façon. Là. Les comptes sont tous dans le virtuel. Ça fait qu'on pourrait recommencer dans l'immeuble à côté, puis avec des nouveaux, puis ça serait la même chose. Mais à ce moment-là, ça ne l'était pas. Donc, mais il n'y a pas de neutralité suisse, mais zéro. La Suisse, c'est le nombril de l'Occident. Il faut le voir comme ça. À ne pas confondre avec BRICS, qui est un autre type d'alliance aussi, où tu nous avais donné des éclaircissements à ce sujet-là.
Ben oui, le BRICS, en fait, c'est le contrepoids du FMI, du Fonds monétaire international. C'est un contrepoids qui est quand même beaucoup moins gros. On parle il y avait 500 milliards de fonds, de mise de fonds au début. Je ne sais pas à combien sont rendus. Qu'est-ce que la BRICS? Ben, en fait, c'est les initiales de Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, le S. Donc, c'est 5 pays qui ont décidé de mettre leurs oignons dans le même bol à soupe et de créer une banque, dans le fond, qui était dédiée beaucoup au développement des projets d'infrastructure. Donc, mais contrairement au FMI, on ne va pas donner l'argent à des pays qui ont besoin de s'acheter des armes, par exemple. Ce n'est que pour le développement de l'infrastructure, mais c'est vraiment, c'est de la vraie argent, c'est pas de l'argent Monopoly, et comme distribue le Fonds monétaire international. Puis c'est un contrepoids, et c'est un peu comme le système CIPS, CIPS, qui est l'équivalent du SWIFT, mais en Chine pour l'instant. Ben, c'est le contrepoids du SWIFT. Et c'est probablement celui qui est voué à prendre le relais, mais même, d'après moi, qui va écraser le système SWIFT éventuellement, là, dans quelques années encore, peut-être 2 ans. Mais là, il y a un système similaire pour les paiements comme ça, automatisés, qui est en Russie. Ils sont supposés de le connecter au CIPS chinois, auquel est connecté, je pense, c'est 700 ou 800 banques déjà. Donc, c'est quand même gros. Puis, évidemment, quand le système va être en place, et il ne fonctionne évidemment hors dollar. Il n'y a aucun dollar qui est transigé à l'intérieur de ça. On parle en monnaie nationale, en yuan ou autre chose, mais pas de dollar. Et quand il va être mis en place, c'est très fonctionnel, il va grossir. C'est comme un bébé qui grandit. Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pays qui vont venir se connecter à ce système-là aussi, qui va être d'autant plus sécure que le SWIFT, lui, est une opportunité pour la CIA de vérifier chacune des transactions, qui paye qui, à quoi, combien et tout. Là. Bon, mais la CIA passe à travers toutes les transactions du SWIFT. Puis évidemment, ben, les banquiers occidentaux sont au courant d'absolument tout ce qui se transige. C'est un peu la loupe pour surveiller le système économique mondial et qui ne permet pas beaucoup d'écart. Et si on voit justement des trucs qui n'aiment pas trop, ben c'est à ce moment-là qu'on envoie pour commencer des terroristes dans ce pays-là. Après ça, on envoie une armée pour défaire le terroriste et l'armée en profite pour renverser le gouvernement qui est là. Et là, tout le monde peut ressortir parce qu'ils ont repris le dessus. C'est de même que ça se passe partout. C'est ça, la réalité du monde. Mais Oui, là, finalement, voilà, le processus, la mécanique ne change pas beaucoup. Par contre, là, on a quand même quelque chose qui émerge, qui est nouveau, c'est ces fameux laboratoires P4. Si tu le veux bien, Sylvain, on va faire un petit tour de ce côté-là parce que je pense que la plupart des gens qui nous regardent en mangeant ont fini de manger, donc on peut y aller parce que c'est quand même un sujet qui a traumatisé les gens. Et d'ailleurs, c'est vrai que la plupart des personnes ne veulent plus entendre parler de ce qui s'est passé pendant 2 ans. C'est un cauchemar. Hein. Nous, on en parle en long, en large sur l'aspect psychologique, notamment avec Jean-Dominique Michel. Et puis, on a bientôt une vidéo, les amis, qui sort sur le bilan des 2 ans de Covid. Avec Jean-Dominique Michel, il y a 1h30 de vidéo avec tous les faits, les études, les machins. Vous pouvez transmettre ça à qui de droit. C'est un travail colossal que Pascal est en train de finir. C'est quelque chose qu'on a enregistré avec beaucoup de plaisir et beaucoup de sérieux. Bref, on a quand même la secrétaire d'État aux États-Unis qui a fait une publication que Pascal va nous passer, qui est quand même extraordinaire, parce qu'on est en plein, quand on parle aussi de la fabrique de l'information, comment on tourne les choses, les amis. Alors, vous savez que nous, on aime bien pinailler là-dessus avec Sylvain, parce que c'est notre grande passion, la propagande, les mensonges. Alors, donc là, on voit bien. Guerre en Ukraine. Washington redoute que Moscou s'empare de structures de recherche biologique. La diplomatie américaine redoute que les forces russes puissent prendre le contrôle de structures de recherche biologique en Ukraine et ainsi s'emparer de matériaux sensibles. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est quand on lit ça, en fait, quelqu'un qui n'est pas, on va dire, habitué à la propagande, il va se dire, mais oui, c'est vrai, il faut tout de suite interrompre cette histoire parce que ça peut être gravissime. Alors qu'en fait, la question, c'est, mais qu'est-ce que ça fout là ?
Oui, ben en fait, c'est qu'en 72, il y a eu un traité international sur les armes, le développement des armes biologiques. Et au fond, on n'avait pas le droit. On ne pouvait pas développer d'armes biologiques et bactériologiques. Et les États-Unis ont dit qu'ils avaient détruit leur stock à partir de 73, il n'y en avait plus. Okay? Mais on s'est quand même donné le droit d'avoir des labos pour la recherche biologique, mais c'était pour développer des vaccins au cas où il y aurait une épidémie ou des trucs comme ça. Donc, mais à la base, évidemment, on manipule aussi des virus à l'intérieur de ça. Ça, c'est légal et ça a été accepté et ça a été avoué qu'il y a certains laboratoires comme ça. D'ailleurs, le Fort Detrick aux États-Unis, qui est probablement le plus gros labo d'armes biologiques, officiellement, on manipule encore du virus à l'intérieur de ça, mais c'est pour en faire des vaccins puis de la recherche et tout ça. Là où ça devient problématique, c'est que là, en Ukraine, moi, j'aimerais vraiment savoir, mais probablement que la Russie savait très bien qu'il y avait ces labos-là. Et c'est peut-être, tu sais, tantôt, j'ai parlé de 2 menaces imminentes. Ben, c'était peut-être une 3e menace imminente qu'il y avait en ce moment sur la Russie, parce qu'on a vu avec la pandémie ce qu'on pouvait créer comme folie à partir d'un virus. Puis là, on parle d'un virus de grippe. Imagine si on avait relâché un virus de peste, parce que il y a 30 labos militaires américains, une trentaine, là, c'est pas 30 piles, là, je ne sais pas, la Chine parlait de 32. Bon, il y a autour de ça, de labos militaires de recherche biologique pour les armes biologiques en Ukraine. Ça, pourquoi les États-Unis le font dans plusieurs autres pays, c'est pour justifier le fait que, dans le fond, eux ont signé le traité de non-prolifération des armes biologiques. Donc, en les faisant ailleurs, c'est un peu moins pire. Oui, mais il y a d'ailleurs un livre qui est sorti sur Anthony Fauci, Monsieur Covid aux États-Unis, où je crois que c'est là où on remet bien l'église au milieu du village, parce qu'il y a eu tellement de choses hallucinantes qu'il a faites depuis fin 2019, Ouais. où justement on apprend, enfin nous on le savait déjà depuis belle lurette, mais on était taxés de complotistes, évidemment, Ouais. conspirationnistes, Ouais. que ces fameux gains de fonction ont été allègrement financés par les États-Unis dans des laboratoires de type P4, notamment Ouais. celui de Wuhan. Ben oui, puis là, ben c'est ça, c'est que dans le fond, la Russie est déjà tombée sur 2. Ça a l'air qu'ils en ont 2 entre les mains qui ont été saisis. Et avec la documentation, ça n'a pas été très long. Le chef de l'armée, je pense, ou de la logistique russe, a fait une conférence de presse dès le soir où ils sont tombés sur le premier laboratoire. Mais là, aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une requête officielle qui a été faite auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. On demandait une réunion d'urgence hier soir et elle a eu lieu ce matin. Et il y a 6 pays qui demandent une enquête en profondeur sur ce que ces laboratoires-là faisaient. Donc, on demande à l'ONU de faire une enquête sur ça. Et évidemment, c'est très grave ce qu'on va y trouver parce que si les États-Unis ont 30 laboratoires de recherche biologique en Ukraine collés sur la Russie, donc on comprend que ce n'est pas parce qu'ils veulent fabriquer des vaccins là. Non, mais tu parlais du fils du président Biden qui est Oui. là-bas. On va dire officiellement pour un certain type de mission. Rien aujourd'hui nous confirme qu'il aurait peut-être rien à voir avec ça. Enfin, disons qu'il faut quand même envisager tout. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Non, on quoi sait qu'il pas. en soit, il faut quand même aussi se dire sur tous les pays qu'il y a dans le monde, c'est quand même dingue qu'on se retrouve maintenant focalisé là-bas. Ouais. Et puis, je voulais aussi, Pascal, tu nous montres l'image de l'OMS qui a fait aussi une publication récente. Et ça aussi, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même ce mot, parce qu'il y a le mot maladie dedans. Et je disais à Pascal, c'est quand même étrange. On parle, regarde, l'OMS dit avoir conseillé à l'Ukraine de détruire les agents pathogènes dans les laboratoires de santé pour empêcher la propagation de la maladie. Alors moi, c'est bizarre, parce que quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi on parle de maladie au lieu de parler de molécules ou de je ne sais pas quoi? Pourquoi on parle de maladie? Ben, c'est ça, c'est qu'on développe là des bacilles, des virus et des microbes et des bactéries
pour des armes biologiques. On a Oui, parlé de mais ça ne veut pas dire tularemie, forcément la maladie, tu vois. C'est pour Non, ça non, que je moi, sais, c'est mais le mot qui me fait quand ouais. même bizarre à Oui, lire. ben c'est ça. L'OMS sait très bien qu'il pourrait se déclencher, par exemple, une épidémie de peste là, à partir de là. Et évidemment, comment ils viendraient justifier cette épidémie-là? Je veux dire, celle du coronavirus, ils étaient très contents parce que c'est eux qui l'ont parti. Mais qu'il y ait une épidémie de peste tout à coup au 21e siècle en Ukraine, évidemment, ça s'explique un peu mal. Et je dis peste parce que la peste bubonique, je crois, était présente dans ces laboratoires-là, entre autres. Donc, c'est quelque chose de très, très gros et de très embarrassant pour l'oncle Sam. Parce que là, c'est le genre de truc que les médias ne pourront pas étouffer complètement si on procède avec une enquête, parce que c'est des choses qui vont se savoir. Et évidemment, toute la laideur de l'entreprise de Poutine en Ukraine qu'on essaie d'imputer à son opération, dans le fond, pourrait rapidement se retourner contre l'Occident et il pourrait se retrouver rapidement avec des trucs embarrassants à devoir expliquer. Puis il n'y a pas vraiment d'explication possible. Comment tu peux expliquer que tu es en train de développer un virus ou un bacille de peste à Kharkov en Ukraine? Et je veux dire, il n'y a pas de justification à ça, là. Et surtout que tu as signé le traité, tu n'as pas le droit de le faire et tu as dit que tu ne le ferais pas, là. Sylvain, tu parlais de notre ami Schwab. Je ne sais plus comment tu l'appelais déjà. Tu ne l'as pas encore donné de surnom à lui, hein? Vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux, moi. C'est ça. Vous pourrez vendre un seul soulier, pas la paire. Oui, bon, bah, de toute façon, les gens ont pris l'habitude de s'habiller juste en haut depuis 2020 oui, et en bas, ils sont en pyjama et puis pieds nus, alors tout va bien. Comme ça, il oui. n'y a pas besoin de s'embêter avec des chaussures. Mais là aussi, Poutine a créé son propre forum économique à Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur tout ça écoute, aussi? il y a eu des grosses rumeurs comme quoi, premièrement, Poutine aurait été un young global leader, un peu comme Macron, Merkel, Trudeau et les autres cons. Mais non, c'est faux. En fait, Schwab a carrément menti quand il a dit ça. Poutine n'a jamais été un young global leader d'aucune façon. J'ai consulté toutes les listes, toutes les ci, les ça, et il n'a pas fait partie de ça. Parce que ça aurait pu être plausible à une certaine époque, justement, parce que je disais qu'on a même négocié la présence de la Russie à l'intérieur de l'OTAN. Ça fait qu'on peut imaginer qu'il aurait pu faire partie de ça à une époque où la Russie était complètement vendue à l'Occident pendant les années 90. Mais non, c'est faux. Mais ce qui est aussi, ce qu'il faut comprendre par rapport à la 4e révolution industrielle, parce qu'il y a le premier ministre qui est un peu mondialiste, je ne me souviens plus de son nom, mais qui est un peu mondialiste en Russie, celui qui a remplacé Medvedev. Et bon, ils ont signé un truc sur la 4e révolution industrielle. Ça reste que ce n'est pas Poutine qui l'a fait, c'est lui. Mais c'est que la 4e révolution industrielle n'est pas que le grand reset, n'est pas que l'identité numérique même, n'est pas... Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Et évidemment, jusqu'à, je dirais, tout récemment, la Russie voulait faire partie de la communauté internationale et voulait faire partie de ces trucs-là. D'ailleurs, Poutine a été faire un speech à Davos, via visioconférence, mais il a fait un speech après 12 ans d'absence du Forum économique mondial l'année passée. Et donc, c'est de montrer une ouverture par rapport au monde, tout ça. La réalité, c'est que même à la fin de son speech, il a lâché 4 phrases. Vous pourrez aller le lire, là, ceux qui en ont envie. Mais ces 4 phrases-là, c'est l'antithèse complète, c'est l'antidote complet à toute l'idéologie mondialiste, au fond. Okay? Donc, il a parlé comme quoi on devra collaborer, on sera des amis et tout, et tout, et tout, puis nous aussi, on va faire plein de trucs. Mais ce qu'il disait à la fin, au fond, c'est qu'il était pro-humain. Le peuple devra y trouver son compte. Et donc, c'est le contraire parce que les plans du Grand Reset et de la 4e révolution industrielle, c'est absolument pas ça. Donc, et là, on peut voir maintenant de toute façon que Vladimir le Grand est en train d'achever à tout niveau toute l'influence des mondialistes. Et
moi, je trouve que c'est très excitant du point de vue des peuples. Là. Lui, il le fait pour la Russie, il le fait pour le peuple russe. Mais nous, on a les mêmes ennemis. On a les mêmes gens qui travaillent contre les peuples occidentaux. Donc, par la bande, ce qu'il fait est bien pour nous aussi. Est-ce que tu aurais envie de te prononcer, même si, bon, peut-être que ta boule de cristal fonctionne, je ne sais pas. Certaines fois, on doit mettre les piles, hein, parce que c'est difficile avec tout ce qui se passe. Mais comme on l'a vu dans la déprogrammation, le livre dont je parlais tout à l'heure, donc le premier livre de ta trilogie sur la fabrique de l'information, le CFR, comme tu dis, le Conseil aux relations étrangères aux États-Unis, est au départ de comment on va orienter le speech global et de quoi on va parler. Parce que c'est vrai que tout le monde nous dit, mais pourquoi tout d'un coup on parle que de ça, après on parle que de ça, mince, il y a des centaines de milliers de médias et ils répètent tous les mêmes choses comme des perroquets. Quelle pourrait être, selon toi, l'influence de la Russie sur cette, on va dire, la tête mère, une des têtes mères? Je parle aussi de la commission trilatérale. Et on en parle. Et allez voir les vidéos, les amis, si vous ne les avez pas encore vues de la déprogrammation. On est en train de les faire avec Sylvain. Quelles pourraient être les influences là? Ben, je pense que l'idéologie mondialiste, et je parle d'idéologie, mais c'est toute la structure mondialiste aussi, là, je pense qu'elle est en bout de course. Je pense vraiment à ça. Ça fait quand même, moi, quelques années que je l'annonce comme étant imminente et j'ai l'impression qu'on est en train d'en arriver là. Et j'ai... évidemment, les mondialistes, là, la clique mondialiste, qu'on pourrait dire, ceux qui essayent de dominer tous les pays, tout ça, évidemment, eux, ils ne vont pas s'avouer vaincus, puis je ne sais pas jusqu'où ils vont aller encore dans leur plan démoniaque, là, et de détraquer manteau à la Klaus Schwab. Mais éventuellement, je pense qu'ils vont avoir un choix à faire, soit s'auto-éliminer eux-mêmes, parce que c'est vers ça en ce moment encore qu'on est en train de tendre, c'est-à-dire qu'on en est presque à provoquer une troisième guerre mondiale qu'on est sûr de perdre. Tu peux imaginer, là, donc on est désespéré à ce point-là. Mais j'ai l'impression que ces gens-là vont plutôt dire « OK, on a perdu, on n'aura pas le contrôle de la planète, on n'aura pas un gouvernement unique mondial, on s'en va vers un système même pas bipolaire, qui va être unipolaire, mais un système de pays nationaliste où l'autonomie nationale est respectée. » Mais ils vont peut-être essayer de se négocier une place à l'intérieur de ce monde-là, simplement pour ne pas disparaître. Ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est si les héritiers des Rothschild, les héritiers des Rockefeller et de tous ces gens-là qui ont dominé le monde depuis 200 ans, est-ce qu'ils ont la même folie? Est-ce qu'ils ont la même folie du contrôle, du pouvoir? Est-ce qu'ils, tu sais, je veux dire, oui, ils l'ont de toute évidence parce qu'on est rendu où on est rendu, mais ils ont peut-être une porte de sortie, eux autres, là, dans leur esprit. Donc, moi, Nathan Rothschild, le fils de Jacob, où il en est par rapport à ça? Est-ce que lui est capable d'envisager de simplement vendre des fonds d'investissement et c'est tout, t'sais? Fait que moi, j'ai l'impression qu'on va avoir une tombée de tout le mondialisme bientôt. Éventuellement, ça va se faire dans les 2-3 prochaines années. On va avoir une refonte du système économique en bonne et due forme. On va probablement revenir à des étalons rares. Je pense qu'on devra se débarrasser de toute la banquerie privée, ou en tout cas une grande, grande partie de cette banquerie-là. Et donc, on verrait possiblement aussi la fin du mensonge dans les médias. Parce que le mensonge dans les médias est conçu pour protéger un système qui, lui, est en train de mourir. Si ce système-là meurt, est-ce qu'on va peut-être se retrouver avec des médias qui informent, avec la réalité? Regarde, je ne sais pas, j'ai hâte de voir. Mais c'est certain que d'ici les 2 prochaines années, il va se passer encore beaucoup d'affaires. Mais les médias fonctionnent toujours comme ça. Je te l'avais dit, avant, YouTube était truffé
truffé de trucs où tu pouvais voir comment on fabriquait les nouvelles parce que les caméras tournaient au-delà de ce qu'on voyait dans les reportages. Puis là, tu avais le stock là, de tournage comme tel qui se retrouvait sur YouTube. Puis donc, des morts qui se réveillent, il y en avait plein YouTube. Là. Tu nous parles d'ailleurs des casques blancs. Oui, les casques blancs avaient fait exactement la même chose. Tu sais, et tu voyais aussi un blessé qui se faisait sortir. Pour moi, c'était le comble du ridicule. Un blessé qui se faisait sortir de décombres d'une maison en ruine, là, puis par des casques blancs, tout ça. Mais avant qu'on crie « action », les trois ne bougeaient pas. Les deux secouristes puis la personne dans les trois ne bougent pas. Ils sont juste comme ça, puis ils attendent qu'on leur crie « action ». Puis là, dès qu'ils crient action, là, ils se mettent à bouger, puis là, à paniquer. Puis là, les autres sont en train de sortir. On fabrique les nouvelles comme ça. Les nouvelles sont de la fiction et on te fait croire exactement ce qu'on veut par rapport à ça. Donc, c'est normal que les morts de thriller ressortent de leur tombe, même en plein jour. Oui, et puis on est toujours plus intelligent après. Enfin, en principe, Ouais. hein, ça, c'est pas valable pour tout le monde, malheureusement, ça serait trop simple. Mm. Vraiment, les amis, je vous encourage, allez lire Guerre et mensonges. Il y a des illustrations. Ouais. Et tu en as même remise dans la déprogrammation, tellement c'était énorme aussi. Ouais. Mais en tout cas, en ce qui concerne, tu parlais d'ISIS tout à l'heure, parce que nous, on a quand même ça aussi en tête avec ce qui s'est passé avec Daesh, Ouais. les images de personnes avant décapitation, etc. Ouais. Et toi, à juste titre, tu parles dans tes bouquins des problèmes d'ombre, Ouais. quand on recrée des conditions Ah, dans celle-là, son studio, voilà, il faut quand même faire Ben attention à un certain oui. nombre de choses. Quand même, t'es relax, hein, c'est dingue. Ah non, mais celle-là, en fait, en plus, elle est. Il n'y a pas d'autre explication. Quand on regarde l'image des deux prisonniers japonais que, soi-disant, on était supposé décapiter dans les secondes après, il y avait le bourreau d'ISIS qui était au milieu et on était en plein désert. Et tu regardes l'image et tu te rends compte que chacun a une ombre qui vont de l'autre côté. Donc, il n'était pas éclairé par un seul soleil, mais il était éclairé par deux sources d'éclairage qui venaient des côtés. L'ombre était juste, l'éclairage était mal fait. Et donc, quand tu vois un truc comme ça, tu te rends compte que ce n'est qu'une tricherie. Ça ne peut qu'être qu'une tricherie. Il n'y a absolument aucune autre explication que ça. Donc, ça a été tourné à l'intérieur avec des éclairages artificiels. Parce qu'en plus, ils ne peuvent même pas l'avoir tourné, mettons, en extérieur avec le soleil, puis une lumière, parce qu'il n'y a aucune lumière qui est capable de faire contrepoids au soleil, puis avoir des ombres équivalentes, là. Donc, ça ne peut qu'avoir été tourné qu'en studio. Oui, c'est ce que tu nous expliques dans ces deux livres. Et tu nous prends plein d'exemples. Et c'est vrai que là, on est en plein dans une crise qui n'arrête pas. On parle aussi de gouverner par le chaos. Et on le voit, c'est tellement énorme. Et malheureusement, quand les gens sont plongés dedans, si on ne leur dit pas attention, soyez vigilants, eh bien, il y a quand même beaucoup de gens qui tombent dans les pièges. Et puis ceux qui sont habitués, ils disent oui, mais c'est tellement gros, comment ça se fait qu'ils ne voient pas? Et puis les autres disent oui, mais toi, comment ça se fait que toi, tu ne vois pas? Puis au final, tout le monde essaie de tirer la couverture à soi. Mais il y a quand même des choses, quand on fait marcher un minimum son discernement, qui sont folles. Tu parlais aussi tout à l'heure du reset, de la transition énergétique, parce que hein, ça, c'est énorme. Je rappelle que Klaus Schwab, vu que tu aimes bien aussi le mentionner, a fait aussi une déclaration il n'y a pas très longtemps, et Pascal va nous montrer ce qu'il propose, parce que lui, en fait, tu parlais d'accélération quand il y a des mouvements de panique à la fin, on se dit « oulala ». Bah là, en fait, Monsieur Schwab propose qu'on accélère la surveillance biométrique d'une certaine façon. Ah, ben oui. C'est-à-dire qu'on vous observe, les amis, au niveau de votre double digital, vos achats, vos comportements sur la sphère numérique. Et d'ailleurs, voilà, on le voit là, Facebook a changé de nom pour s'appeler Meta, ça ne vous a pas échappé, et on fera des vidéos spécialisées là-dessus, parce que ça me passionne sur finalement les réalités parallèles, la perception de la réalité. On parlera d'ingénierie sociale, évidemment, mais surtout, là, on est plus que dans l'ingénierie sociale, on est dans l'ingénierie techno,
comment on pourrait dire ça? On est dans une fascination technologique qui fait que les gens, à partir du moment où on leur dit que c'est de la technologie, c'est digital, c'est numérique, c'est forcément bien. Voilà. Ouais. Pousse le système d'identification numérique qui déterminera l'accès aux services. Ouais, On est l'accès aux exactement services. c'est ça, donc Ouais. on est exactement dans le même principe que ce qu'on a, vu avec le cercle vertueux qu'on dénonce dans certaines applications en Chine aussi. Bah, évidemment, quand on Ouais. parle de la Chine, on ne parle pas forcément du président, en fait, c'est ça qui est difficile, hein. C'est comme quand on Ouais. parle de l'Ukraine, on parle de qui en Ukraine, hein? C'est Ouais. exactement la même chose. Et Oui, le puis, cercle vertueux fait qu'on va, vous, féliciter, ou vous donner des bons points et puis voilà, selon vos comportements, on va vous dire: «OK» ou «Ben non, désolé». Alors, on nous a déjà excuse-moi Sylvain, je précise, je ne sais pas si tu l'as vu celle-là ouais. passer. Pascal, j'aimerais que tu nous la mettes, s'il te plaît. Le Mmh. pull non, parce que là, Ben non. ça fait rigoler tout le monde, mais il y a quand même un type, qui a commencé à dire qu'il fallait, mettre des pulls pour sauver la démocratie. En d'autres termes, baissez le chauffage, mettez des pulls, pour moins Ah. consommer, en pensant quand même que ça allait couper les vivres. Un pull Un un pull pour pull pour faire faire plier plier Moscou. Moscou. Non, mais Ouais, c'est pas un montage de Pascal, hein, ce que tu vois. C'est ouais. vraiment ce qu'on nous passe, sur les réseaux. Mais, tu crois qu'il est, disponible vendredi? J'ai un dîner, C'est spécial. le mercredi le J'ai dîner, hein, besoin chouchou. de j'ai Le dîner besoin de con, c'est le d'un mercredi. OK, j'ai besoin d'un invité. Ah oui. Non, mais c'est extraordinaire Ouais, ouais, je et vous le dis, un pull pour faire plier Moscou! il y a eu aussi le coup de ça je l'ai tweeté parce que j'ai pas pu m'empêcher, même si je me suis dit: «Bon maintenant j'arrête parce que je suis en train d'écrire un livre sur la médicalisation des naissances». Donc, à un moment Mmh. donné, je peux pas, non plus m'occuper de tout. Mais Non, c'est celui-là, ça. je me suis dit: «Je vais quand même le mettre». Quelqu'un qui proposait carrément de faire sa machine à laver, pendant la nuit pour aussi sauver la démocratie, c'est-à-dire, consommer moins d'électricité. En voilà une idée. En voilà une bonne idée. On va Surtout faire plier la Russie avec la machine à laver la nuit. c'est ça. Non, surtout que je sais pas, mais en fait, une machine à laver, elle consomme moins si elle tourne à 3:00 du matin qu'à 18:00. C'est incroyable. Ah, regarde, Heu, souviens-nous. excuse-moi, mais moi je suis peut-être un peu expliquez-moi si quelqu'un là avec nous, on est des milliers ensemble. Si quelqu'un veut m'expliquer, si j'allume ma machine à laver à 3:00 du matin, Mmh. elle tourne, elle consomme moins d'énergie? Je parle pas du prix de la facture. Je Non, te parle de l'énergie que ça consomme. Alors je sais pas, c'est je suis la peut-être même. débile. C'est la C'est la même, même. non? Non, Ouais, pourquoi excuse-moi, mais ça pourquoi fait ce aucun monsieur? sens. Mais c'est ça. Pourquoi Yannick, tu fais pas beaucoup de machine à laver, chouchou. Oui, non, c'est ça. Lui, il a pas l'utiliser souvent, la machine, Mais c'est pas ce que c'est. c'est parce qu'au moins, la plupart des politiciens essayent de donner un sens à ce qu'ils disent, mais je pense que Yannick a simplement abandonné. Yannick, il a jeté l'éponge. Il s'est dit: «Bon, Oui, écoute, je c'est vais ça. à la radio, je tente le tout pour le tout». Oui, c'est ça. Et alors, pourquoi pas la nuit, mais la fin de semaine seulement? Non, on lui a dit: «Yannick, on va tenter un truc. Si ce que tu vas dire, ça passe, ça veut dire que les gens sont prêts Mmh. à faire Oui, vraiment ce qu'on va leur dire oui, de c'est ça. faire». Je vote Jadot. La Bon, ça machine fait la nuit. bon, Ouais, c'est ça. Le écoute, lavage à l'eau sèche aussi, peut-être? on va en être où là? Parce que tu nous parlais aussi la Mmh. Russie qui avait, drastiquement fait baisser, le prix du baril au début de la Covid. Tu te souviens? Oui, Il était à 25 $ ou un truc comme ça, je crois. oui, Et là, maintenant, il est à 125. Je sais plus, j'ai arrêté de compter, hein, je sais pas combien il est. oui, ça a monté beaucoup. Ah, Alors, mais mmh, du coup, qu'est-ce qu'est-ce qui que tu as envie arrive? de dire? Parce qu'on est obligé quand même de parler aussi un petit peu de ça, des énergies, hein? Ben, en fait, c'est ça, c'est que, je pense parce que bon, je l'ai expliqué là, en long et en large quand même dans Guerre et mensonges, mais, de manière, disons résumée là, c'est que, Poutine dans les premières choses qu'il a décidé de faire, ça a été d'arrêter la guerre en Syrie pour arrêter l'expansion d'Israël, dont l'expansion d'Israël, c'était pour aller chercher le pétrole du Moyen-Orient. Et donc, pour nos banquiers occidentaux, c'était pour se garantir, dans le fond, le contrôle du marché international du pétrole. Le pétrole étant le sang de l'économie. Donc, Poutine, une des premières choses qu'il a décidé de faire, c'est on arrête en Syrie. Après ça, il a continué, par contre. Il a décidé d'aller aider
tous les producteurs de pétrole, dans le fond, à devenir autonomes par rapport au système occidental et d'être exigés de payer en réelle monnaie. Mais aussi, c'est qu'il y avait maintenant les moyens militaires de pouvoir les protéger. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a retiré le sang de l'économie occidentale en retirant le contrôle du pétrole. Et tous les pays sont devenus, donc les pays occidentaux sont devenus des clients pour la plupart. Okay? Même les États-Unis, qui sont quand même un producteur important de pétrole à travers le monde, le Canada aussi sont, mais c'est que notre production à nous, elle est très coûteuse d'une part, et c'est moins cher d'acheter le pétrole russe que de le produire ici, grosso modo. Et donc, c'est pour ça que le pétrole de ces pays-là, le Venezuela, l'Iran, la Russie, ben c'est un pétrole qui n'est pas très cher et qui est très important au niveau mondial, mais en plus, qui ont des stocks énormes. Et j'inclus maintenant l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui s'est débarrassée de l'armée américaine, qui a levé les pattes, parce que Mohammed bin Salman est plus ami avec Poutine qu'il l'est avec les banques occidentales. Donc, à partir du moment où la Russie a quand même une mainmise et très alliée, disons, avec les autres grands producteurs de pétrole, ben à ce moment-là, ils peuvent beaucoup travailler avec ça. Et je crois qu'on a monté le prix du baril, pas tant parce qu'on envahissait l'Ukraine, là. Je veux dire, on s'entend que ça prenait du pétrole, mais pas tant que ça, là, et envahir l'Ukraine. Donc, la réalité, c'est oui, il y a une incertitude qui vient avec ça, mais c'est que Poutine, dans le fond, a financé l'opération de l'Ukraine comme ça, d'une part, donc via ses ventes de pétrole. On parle de 600 millions par jour, quelque chose comme ça. Il a financé ces opérations-là, mais en plus, c'est qu'il faisait une espèce de contrepoids aux sanctions, aux effets des sanctions économiques. Donc, il se repayait à travers le pétrole. Là, Biden a décidé de mettre des sanctions sur la production, sur les achats américains de pétrole russe, qui correspondait à peu près à 10% des achats des États-Unis. Il y en a qui ont dit 3, mais c'est 10. Les États-Unis eux-mêmes l'ont dit. Et donc, ils ont décidé de mettre un embargo là-dessus, donc de foutre des sanctions. Mais ce n'est pas avant d'aller négocier avec tous les autres. Là. Est-ce qu'on est capable d'avoir un petit peu de pétrole de plus? Parce que là, il va nous en manquer, savez-vous. Puis donc, mais je ne pense pas qu'on ait été chercher tout ce qu'on voulait. J'ai aussi c'est une intuition, là, mais j'ai l'impression que les pays occidentaux en ce moment, voulant se débarrasser d'une part de la consommation de pétrole, je pense que ça fait leur affaire de garder le prix très, très élevé. Donc, même si le baril internationalement n'était pas si élevé que ça dernièrement, les taxes étaient énormes. En tout cas, nous, au Canada, là, c'est incroyable là, parce que quand le baril était à 80 $, puis il restait autour de 80 $ quand même assez longtemps, ben, avec un baril à 80 $, nous, on payait l'essence quelque chose comme 1,50 $ là, pour le litre, là, autour de ça, 1,35 $ et tout ça. Mais en Russie, on le paye 50 sous, là, le litre. Et le reste, ce ne sont que des taxes et des taxes. Donc, j'ai l'impression que plutôt que de combler le manque à gagner du pétrole russe, j'ai plus l'impression qu'on va créer une rareté et on va encore en profiter pour faire booster le prix de l'essence et tout ça. Ce qui va aussi remplir le double objectif qui a été annoncé dans le fond avec la pandémie, c'est faire mourir la petite économie. Donc, en tuant les transports, tu fais mourir les PME, tu tues les commerces et les gros, eux, vont toujours s'en sortir, mais les petits vont mourir le ventre à l'air. Donc, moi, ce que je pense, c'est que si on ne va pas empêcher la Russie de vendre son pétrole ailleurs, parce que si la Russie, elle, n'était plus capable de vendre son pétrole, là, on verrait le prix du baril descendre complètement. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde, ça serait OK, vous ne voulez pas que la Russie vende son pétrole, ben votre production nord-américaine, elle ne se fera pas non plus. Puis vous allez avoir de la misère à justifier les taxes que vous voulez mettre sur les énergies. Bon, Sylvain, Ouais.
Quels Ah, seraient j'ai les parlé beaucoup. impacts du coup? Parce que, Mmh. au final, les gens peuvent aussi se poser la question. Le L'actualité, elle est débordante. On pourrait montrer encore beaucoup de choses. D'ailleurs, j'en profite, les amis, pour vous Mmh. dire que, je rends hommage et on a, pris la décision de le mettre, le documentaire de Anne-Laure Bonnel Ah oui, qui donc certaines personnes l'ont vu passer sur CNews avec ouais. Pascal Praud, pas Pascal Prod, mais Pascal Praud et en fait, elle est là-bas depuis un sacré bout de temps et son but, évidemment, c'est pas de faire de la politique, comme elle le dit bien, c'est de témoigner de ce qu'elle voit avec sa Ouais. casquette de journaliste. Mmh. D'après, ce que j'ai, compris, personne, dans les médias type, France Télévisions veut, diffuser son documentaire Évidemment. et donc on l'a mis vous pouvez le consulter sur notre site et Excellent. télécharger aussi parce que sur notre site, tout est téléchargeable. Ouais. Donc vous pouvez aller dans les vidéos, vous cliquez vidéo et puis vous allez dans les Censure Awards parce qu'on a fait une catégorie qui s'appelle comme ça. Vous allez aussi pouvoir voir des vidéos de Austin Fitts, c'est plein de vidéos qui ont été, censurées. Alors c'est pas Ouais. le cas de la vidéo de Anne-Laure Bonnel, elle n'a pas été censurée, mais on Mmh. l'a mis dans cette catégorie-là Mmh. et je vous invite vraiment à regarder ce qu'elle fait. C'est pas la seule, hein, il y en a, d'autres sur le terrain, mais elle a vraiment beaucoup de courage et puis je la salue. Je trouve Ouais. vraiment, regrettable qu'elle soit traitée de la sorte par ses confrères, C'est sans terrible, ouais. surprise. Mais bon, en tout cas, nous, on l'a vraiment relayé et puis je voulais quand même le préciser. Ouais, puis, Quels sont les est-ce oui, mais ce que je voudrais aussi mentionner en même temps, parce que, moi, je trouve qu'il y a 2 autres excellentes sources, d'informations là pour, l'Ukraine et le Donbass. En fait, il y a Xavier Moreau, oui, peut-être bien qu'il y en a sûr. qui le connaissent. Bon, Xavier qui est un ancien des forces françaises, forces spéciales françaises et qui est un analyste géopolitique hors pair et qui, en plus, vit en Russie. Donc, il a le nez dedans et il parle russe. Donc, il y a un paquet de trucs. Si lui écoute une vidéo qui est en russe, il n'y a pas besoin de la traduction simultanée. Il sait s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Xavier voit très, très bien la situation pour ce qu'elle est et bon, il raconte presque factuellement ce qui se passe. Donc, c'est une très bonne source. Et il y a Christelle Néant, je ne sais pas si tu la connais. Christelle Néant, c'est une journaliste française d'origine et qui vit dans le Donbass depuis plusieurs années. Et elle écrit des articles, entre autres, elle publie beaucoup d'articles sur Réseau International directement. Et, mais elle a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle, c'est pas YouTube, c'est Rumble, je crois, mais qui s'appelle Donbass Insider. Là, ça vaut la peine d'aller fouiller. Là, on va trouver la bonne plateforme. Mais Christelle fait beaucoup, beaucoup de reportages de là-bas, donc elle les fait en français. Et c'est très intéressant parce qu'elle a les 2 pieds dedans, là. Mmh. Depuis longtemps en plus. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est intéressant et puis moi, je vous invite vraiment à relayer le travail de Xavier Moreau aussi. On n'a pas affiché, il y a les Ouais. cartes qu'il avait, bien Ah, faites. Je ouais. trouve vraiment super bien avec, Ouais. ces espèces de mâchoires. On voit comme une espèce de ouais, Ouais. finalement la Russie qui arrive comme ça sur ces zones, sensibles. Ouais. Ah, ça vaut la Bon, peine de l'écouter. oui, Oui, voilà, c'est voilà, ça ça. Ben, c'est l'état des choses là, en ce mmh moment en Ukraine, ben, en tout cas, il y a 3 ou 4 jours, là, c'était comme ça. Le hachuré vert étant les zones qui sont majoritairement contrôlées par la Russie. Le hachuré violet étant les zones contrôlées par les milices, en fait, l'armée populaire du Donbass, là, de Lugansk et du Mmh. Donetsk. Mmh mh. Donc, on voit que ça progresse quand même pas mal. Et si on regarde, là, il y a un petit trou entre 2 flèches russes et Oui. à la gauche de la zone mauve Mmh. qui est en violet. C'est à peu près là qu'est la moitié de l'armée ukrainienne. Donc, c'est ceux qui s'apprêtaient à envahir le Donbass là, pour le mois de mars qu'on préparait. Ben, eux se retrouveraient en ce moment déjà dans un chaudron, c'est-à-dire qu'ils vont bientôt ne plus avoir aucun ravitaillement de munitions, essence, bouffe ni rien. Donc, ça va probablement accélérer la chute au complet parce que faut comprendre que la partie de l'armée ukrainienne qui est dans l'Est, c'est la partie la plus détraquée, là.
C'est celle qui commet les exactions et tout ça, celle qui a commis le massacre à Odessa, là, les secteurs droits, là, ils sont tous maintenant récupérés dans les bataillons néo-nazis. Sylvain, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir cette vidéo en direct par rapport aux impacts pour nous, peut-être à plus long terme? Tu aurais quelque chose à nous dire? Ben, je sais pas. En fait, moi, tout ce que. Ben, je suis content. J'ai l'impression. J'ai écrit un article, là, regarde, j'ai écrit un article il y a presque 2 ans sur Poutine et Trump dans la dernière bataille avec le New World Order. Et au fond, j'avais pas tort. C'est qu'on entrait réellement dans la dernière bataille. Et là, on se rapproche encore plus de la fin. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs là, qui ont été évacués avec la pandémie puis qui ont montré la réalité de ce qu'ils étaient capables de faire et ne pas faire et où ne pas faire. Donc, ils ont eu quand même des faits et il y a plusieurs trucs objectifs qui sont absolument nécessaires pour le contrôle de la planète et ces trucs-là, s'ils n'y arrivent pas, ben on se demande jusqu'à quel point ils vont pousser le reste de toute façon. Mais Poutine est en train de défaire le nœud là, en ce moment parce que s'ils sont incapables de mener une troisième guerre mondiale qui pourrait gagner, que l'Occident pourrait gagner, ben ça se peut qu'elle ait absolument jamais lieu. Et que là, on en arriverait tout simplement à un constat de à gauche, on va se contenter de faire un moyen reset peut-être ou un petit reset et on va créer quelques pays communistes austères et on va se contenter de ça, mais on va se creuser un trou dans lequel nous, les banquiers, on ne se sortira jamais, on ne reprendra jamais le contrôle de la planète ou alors on arrête de jouer au fou et on va essayer de se négocier une pertinence dans le nouveau monde qui est en train de se créer à partir de l'Asie. Ça fait que, donc, c'est important ce qui est en train de se passer pour ça. Alors, on a des commentaires. C'est vrai que ça va dans tous les sens ce soir. Oui, c'est ça. Moi, j'ai mis les lunettes parce que j'en ai marre des écrans. J'ai les yeux explosés, les amis. Je n'en peux plus. Je passe la journée sur les écrans, là, ces temps, c'est vraiment d'une violence. Oui, c'est ça. Donc, je ne peux pas malheureusement lire tous les commentaires, toutes les questions. On refera volontiers si vous avez envie, les amis, en direct. C'est vrai que vous avez demandé, vraiment, on a reçu tellement d'emails pour faire cette vidéo on a accepté. Et puis toi, tu es toujours partant pour parler de géopolitique. Je te remercie, Ben oui. Sylvain. On continue de se voir. D'ailleurs, notre prochain rendez-vous dans la déprogrammation, c'est le chapitre 13 qui s'appelle SOS Poutine. Et voilà. Tu as écrit ça en 2015 quand même. Voilà, oui. Mais sauf que là, c'était pour d'autres raisons à l'époque. Donc, ça ne sera pas l'Ukraine, mais ça va être quand même sur l'idéologie générale de ce qui est en train de se passer de toute façon. Oui. Et en tout cas, les amis, je vous invite vraiment je vous le dis encore une fois, à offrir, si vous cherchez des bonnes idées cadeaux, ou pourquoi pas à vous d'ailleurs, le livre de Guerre et mensonges de Sylvain. Vous avez les accès dans les descriptifs de cette vidéo pour le commander au Québec. Alors, il y a 2 adresses différentes parce que pour le Québec, c'est une adresse et puis pour hors Québec, c'est une autre adresse. Ouais. Mais vraiment, ce livre est extraordinaire. Il m'a en tout cas redonné l'envie et le goût de l'histoire et à des milliers de personnes parce que, tu vois, comme tu le dis si bien, les fake news existent depuis plus d'1 siècle. Elles sont devenues notre histoire. Donc, quand on fait sens, comme la façon dont tu expliques les choses et tu remontes à 250 ans, où tu nous parles effectivement des banques privées et comment on a financé les guerres, les pays en guerre. Et finalement, comment avec ce système-là, parce que tu parles ce soir du New World Order, tu parles beaucoup du World Order avec l'Empire britannique au départ. Hein, et j'ai vu des personnes parler de la City aussi ce soir. On ne peut pas tout évoquer, c'est tellement frustrant aussi. C'est pour ça que c'est. Pour ça que les livres font 550 pages. Là. Mais c'est ça. Ce sont de beaux pavés. Oui. Et en fait, c'est vrai que quand on comprend que la guerre, évidemment qu'il y a toujours le côté
humain qu'on met en avant parce qu'on joue sur la corde sensible. Et c'est ce que je disais au début de Ouais. cette vidéo. C'est insupportable de devoir hiérarchiser les décès, les morts et les injustices. Tous les Oui. gens qui meurent, quels qu'ils soient, peu importe leur couleur et d'où ils viennent, ils Ouais. méritent d'être pleurés. Moi, ça m'insupporte. Cette hypocrisie, c'est Ouais. imbuvable, c'est Oui. infernal. Je suis Et d'accord, mais faut quand même. Moi, il y a des drames qui se jouent en Ukraine, là, c'est clair. Mais il faut quand même penser et voir que la réalité de ce que Poutine fait, c'est qu'il est en train de libérer les Ukrainiens d'un régime détraqué. En tout cas, vraiment, cette façon d'analyser le passé déjà permet, comme tu l'expliques dans Guerre et mensonges, de comprendre que finalement, tout est fake. En fait, Oui. c'est pas très Ouais. optimiste ce que je raconte, Bon. mais c'est quand même la réalité. Oui. C'est que c'est ça. La base de la propagande, c'est justement d'inverser les valeurs. Donc, plus on va vous dire que vous racontez des fake news, et plus Ouais. vous pouvez être quasiment sûr que ce sont ceux qui le disent, qui le font. Ouais. Il y a une photo pour toi que Pascal avait envie de te dédicacer parce que quand on parle d'inversion des valeurs, on avait fait un live sur Ottawa ensemble Incroyable. et dans les médias chez vous au Québec, on disait Ouais, que les personnes qui étaient justement, comme on dit en italien, partecipe, qui participaient voilà, Ouais. de près ou de loin à ce convoi étaient des néo-nazis, racistes, homophobes. Et puis en bas, Oui. il y a la photo qu'on a publiée tout à l'heure. Alors là, non, par contre, ce sont les combattants pour la liberté. Tu vois, là, on Ouais, est ouais. vraiment dans cette inversion. Et c'est les mêmes qui disent ça, hein? C'est les Trudeau et leurs médias, là, c'est les mêmes disent ça. Je veux dire, je sais pas comment on arrive à s'endormir la nuit quand on est tellement bête et idiot. En fait, je pense que il y a une espèce d'immunité, tu vois? Ouais, C'est comme probablement, ouais. c'est pas l'immunité vaccinale, mais c'est une immunité naturelle. Voilà, ça fonctionne bien et écoute, en tout cas, on est là pour essayer du mieux qu'on peut de continuer avec notre Ouais, bâton de pèlerin ouais, à éclairer, le sentier. Et en tout cas, je te remercie pour ton optimisme ça me fait plaisir, et mais je en suis. tout cas, je crois qu'on est tous unanimes sur cette façon de faire qui continue de maintenir les gens dans la peur. Et en fait, c'est toujours, je crois que j'avais fait une vidéo au mois de mai 2020 où je disais que, la meilleure façon de tenir les gens, en tout cas je parle de la masse, c'est pas de leur faire peur, c'est de leur faire peur et de les rassurer et de leur refaire Oui, peur et de les ouais, rassurer et de les ouais, rassurer un peu et de leur refaire peur. Et en fait, c'est ça. C'est pas parce que quand on maintient les gens tout le temps dans la peur, au bout d'un moment, après, ils comprennent et puis ils lâchent, ouais. ils lâchent la carotte. Tandis que quand on voilà et ça avait été bien expérimenté d'ailleurs dans les médias aux États-Unis où il y avait Ouais. ces niveaux de couleurs d'alerte en fonction Oui. de ça je crois que ça a été fait d'ailleurs après les attentats de New York. Oui, puis c'est dans la charte Biderman de la coercition, de la torture. Donc, c'est de relâcher la tension de temps en temps et de donner des petits cadeaux. Puis après C'est ça, ça. resserrer encore pire. Donc, tu fais un pas en avant, puis tu en fais 2, 3 en arrière. Un pas en avant, 2, 3 en arrière, c'est toujours ça. C'est le D'ailleurs, lockstep. Là. C'est Olivier Véran, tu sais, Ouais. tu connais Olivier Variant. Olivier Varian Mm. a apparemment, dit, je sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, que, attention, flash info, il y a bientôt, une recrudescence ou il y a une recrudescence actuelle des cas de Covid. Je pense qu'ils sont en train d'amener la votation par correspondance, tu sais, il y a les votations en Ah oui, France. OK, ils veulent tricher, là. Ils veulent Ouais. faciliter la triche. Ouais. Non, c'est pas toi qui le dis, c'est moi. J'assume. J'assume. Oui. Écoute, Je suis prêt à parier un petit 100 $ là-dessus. Non, 100 roubles, ça me coûtera 100 pas grand-chose. c'est ça. Oui. Payez en roubles, les amis, payez en Oui, roubles. c'est ça. Oui, la vidéo, alors, Mm. pour répondre à Elena qui demande si la Mhm. vidéo sera sur notre site. Oui, elle sera sur notre site.
dès Génial. dès que Pascal peut s'y pencher. En tout cas, on pourra la voir en replay sur YouTube et Facebook s'ils ont la gentillesse de nous la laisser. Ouais. Et puis, non, parce qu'on ne fait pas d'incitation à la haine, mais apparemment, aujourd'hui, si tu veux être sûr que ton post reste sur Facebook, il faut appeler à l'assassinat de Poutine. Donc là, c'est OK. Ah! Là, ça reste. Donc, Mais si on tu le veux, fera t'en pas, as marre nous. d'être censuré, Sylvain. Oui, c'est ça. Sylvain, il est puni d'ailleurs. Oui, oui, je suis encore puni et moi, c'était pour avoir traité un faux compte, un compte de troll d'idiot. Oui, Ça, c'est pas correct, par exemple. Ça, on va non. te censurer 30 jours. J'ai traité Oui. d'idiot un troll, donc c'est un faux compte, là. C'est un robot, même à la rigueur. Mm. Et il est en Australie. Il n'est même pas ici. Oui. Et je l'ai traité d'idiot, donc j'ai eu 30 jours. Mais Oui. c'est certain que si j'appelais à l'assassinat de Poutine, il n'y aurait pas de problème. Non, là, c'est bon. Mais peut-être que Ouais. tu peux te refaire une vertu d'ailleurs, si tu écris Ouais. à Facebook. Il y a une belle morale, en tout cas. Hein. Oui, oui. On sent la morale ici. Ah oui, non, mais on est dans une société où effectivement, on est pour la démocratie, comme on dit Mhm. justement, et Mm. puis le respect et la solidarité. Oui, bah effectivement, ouais. C'est vrai Oui, que c'est cette ça. illustration est très parlante aussi. Ben, on a vu les combattants pour la liberté avec leurs Svatika, donc tout est permis. Et oui, en tout cas, les amis, on se retrouve bientôt dans l'épisode 13 de la déprogrammation avec Sylvain. Yeah. Et puis, si on vous manque, je vous rappelle qu'il y a 17 vidéos de Guerre et mensonges qui sont sur notre site. Vous cliquez sur vidéo et l'histoire en vidéo. Ou alors, vous avez déjà les 12 premiers chapitres de la déprogrammation. Donc, en fait, ça fait plus de 30 vidéos. Ouais, c'était Waouh! quand même plusieurs. Ouais. Ouais. Oui, ça fait quand même, comme tu dirais, un couple de vidéos. Oui, puis comme je disais, ouais, une coupe, on dit une coupe. Ah, une coupe, pardon. Ah oui, au Québec, là, ouais, Emma. Oui, ben écoute, hein. Quand on a commencé, je l'ai dit au début, on était jeunes. Oui, on était jeunes. Mais c'est parti pour durer. En tout cas, je te remercie. Est-ce que tu veux rajouter encore quelque chose avant qu'on se quitte? Parce qu'on a quand même promis à nos amis qu'on allait faire un live avec les films, tu sais, tu voulais nous faire une playlist de films. Oui. Ben écoute, oui, c'est quelque chose que je vais faire éventuellement. Moi, je pense qu'une fois qu'on va avoir fini la déprogrammation, puis avant de commencer peut-être l'autre qui a un titre X, donc Moi, je le sais le troisième. titre. Oui, je sais, mais il ne faut pas le dire. Mais quand on en arrive là, ben, entre les deux, ça sera le temps de faire des lives comme ça différents. Je peux te faire chanter maintenant, Sylvain. Oui, c'est ça. Mais on parlait de la crise climatique. Ouais. Déjà dans Guerre et mensonges, on en a vaguement aussi parlé l'autre jour. Ouais. Eh bien, les amis, sachez qu'on va aller se En parler pencher encore. aussi de ce côté-là, hein. Et Ouais. de la fausse science, comme tu dis. Je sais pas, on va pouvoir diffuser d'ailleurs les vidéos de ton 3e bouquin, hein. Ouais. Et puis, une bonne question. Emma et Sylvain, vous êtes-vous déjà vus en vrai? Non. Non, François. En Non, on fait, fait comme dans Tourner Manège. oui, c'est ça. Sauf que, évidemment, il est prévu que quand on va pouvoir voyager comme on peut et sans trop de barrages et de tests et ou de quarantaine et tout ça, ben, les deux, Emma et Pascal et moi et Caro, on a envie d'aller de l'autre côté. Là, donc, ça va se faire rapidement après Mais ça. nous, on va venir d'abord au Québec parce qu'on a tellement de gens à voir au Québec. À la limite, j'ai envie de te dire, on vit presque ici chez nous à l'heure québécoise parce qu'on enregistre beaucoup de contenu avec des Québécois. Oui, c'est vrai. Ben, on le sait, c'est la pandémie qui a fait ça, grâce à la fausse pandémie. Oui, et on viendra se 2022. gaver de Poutine. Ouais. Bon, comment on va... Alors en fait, c'est la foire aux questions parce que... Elle dort. Elle dort, elle a été chaude, elle ne nous a pas réveillés. Non, Ouais. parce que les amis, il y a aussi une chose que peut-être vous ne savez pas dans les coulisses de tout ça, c'est que Pascal et moi, on est seuls à travailler ensemble, hein. C'est pas qu'on a une équipe, on n'est pas Reuters non plus. Non. Et en fait, notre petite, elle va avoir bientôt 6 mois et elle nous fait le grand plaisir de s'endormir tout calmement le soir. Donc, c'est pour ça aussi qu'on peut faire des directs, parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait. Hein? Et ouais, exactement. Et alors, comment on peut acheter les livres de Sylvain? Alors,
Pour répondre à Eva, il suffit de cliquer sous le descriptif de cette vidéo, donc peu importe si tu te trouves sur YouTube ou sur Facebook, et tu vas être redirigé soit, si tu es au Québec, sur le site des éditions Charlot, qui sont donc les éditions de Sylvain. Ça fait référence à Charlotte et Louise, tes 2 enfants. Oui. Je pitch bien. Tu l'as bien. Et puis, si tu n'habites pas au Québec, eh bien, tu vas tomber sur le site emmacruzy.com qui va te proposer soit Guerre et mensonges, soit la déprogrammation. Et puis, on livre partout. Voilà. C'est ça. Et il n'y a rien sur Amazon. Il n'y a rien sur Amazon. On est des résistants. Bah, on tient bon, écoute. Oui. Ben, ça va bien comme ça. Donc, à quoi bon? Yep. Et voilà. En tout cas, je te remercie, Sylvain. Merci, les amis, merci à toi. Votre bienveillance, votre présence, toujours très sympathique. Ouais. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans la fabrique de l'information. Ouais. Ciao, Pascal aussi. Salut les amis. Merci, Bye. Pascal.